notre génération ne comprend pas le potentiel derrière Internet. On est vraiment dans la posture de consommation, la posture d'attente. Il faut que le gouvernement fasse ça, il faut que l'État fasse ça. Alors que 30 ans avant, les gens n'auraient pas pu développer ce qu'on peut développer aujourd'hui grâce à nos capacités. À force de relayer mes aventures d'engagement communautaire, de bénévolat sur les réseaux, je commence à aimer les réseaux au maximum. Ma mère me dit un jour, mais toi, j'ai touché ton téléphone. Est-ce que ça donne de l'argent? Donc, je pose la même question sur Google. Je dis, Google, comment avoir de l'argent avec son téléphone? Donc, il me met les métiers du digital. Et je lis, je vois Brand Manager. Je dis, ça, c'est trop beau. Et j'écris sur mon compte Instagram, Anaïs Brand Manager. Quand les gens cherchaient des brand managers, ils ont commencé à m'écrire. Et j'ai dit, mais attends, tu t'es mis dans quoi? C'est quoi le brand management? Quelqu'un qui fait du brand management, c'est qu'il va gérer la marque. C'est tout ce qui va tourner autour d'une marque qu'on veut mettre à disposition d'un public ou autour d'une marque qui a besoin, en fait, de pouvoir toucher des clients. Est-ce que tu montres réellement qui tu es sur les réseaux sociaux grâce à ton personal branding? Je suis quelqu'un de très drôle, mais ma communauté sur les réseaux, ils savent pas. Quand ils vont me rencontrer, ils vont dire, mais tu es super drôle. Mais on savait pas. Mais je suis pas là pour faire parce que je suis pas humoriste aussi. Aujourd'hui, j'accueille Anaïs Marie-Axel Alou, jeune experte ivoirienne en personal branding et en marketing digital. Elle accompagne entrepreneurs, entreprises et professionnels à bâtir une image de marque forte, cohérente et durable pour mieux toucher leur public. Consultante et brand manager à la tête de The Group, elle forme également la nouvelle génération aux enjeux du branding, des médias sociaux et du positionnement stratégique. Ancienne candidate à Miss 2.0 en 2020, elle incarne une jeunesse ambitieuse qui comprend le pouvoir du digital et l'importance de maîtriser son image dans un monde ultra connecté. Anaïs est aussi auteure du livre Prendre 25 ans d'avance, un ouvrage pratique de développement personnel et professionnel dans lequel elle partage des conseils concrets pour aider chacun à identifier son potentiel, définir des objectifs clairs et avancer avec confiance, stratégie et vision. Aujourd'hui, elle nous partage son parcours, ses apprentissages, ses défis et sa vision du leadership à l'ère du numérique. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Anaïs. Bonjour Mentor. Comment tu vas? Ça va super bien et toi? Très 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 bien. Vous avez entendu Mentor? Anaïs m'appelle Mentor depuis plusieurs années déjà. On se connaît depuis plusieurs années. Ça fait combien d'années comme ça? Depuis 2018. Depuis 2018 quand même, hein? Et donc, c'est ma petite protégée. Et c'est vrai qu'en général, je reçois des invités, comme je vous avais dit, d'un certain âge, qui ont beaucoup d'expérience. Mais cette année, j'ai décidé aussi de mettre en avant et en valeur des jeunes profils qui ont des choses à dire. Et Anaïs a également des choses à dire. Jeune, mais qui a par contre un parcours très riche. Et tu es une spécialiste donc, du brand management. C'est quoi le brand management concrètement? Le brand management, donc comme le mot le dit, on a deux mots, on a le brand et on a management. Et donc quelqu'un qui fait du brand management, c'est qu'il va gérer la marque depuis la création de la marque, le développement de la marque, depuis comment on veut faire pour que la marque puisse peut-être avoir beaucoup plus d'impact, les réseaux sociaux, les RP de la marque. Franchement, c'est tout ce qui va tourner autour d'une marque qu'on veut mettre à disposition d'un public ou autour d'une marque qui a besoin en fait de pouvoir toucher des clients. Et donc, c'est beaucoup de stratégie, de communication, de marketing surtout et de développement. Donc, il y a des personnes qui vont faire du brand management beaucoup plus business. Et il y a des personnes comme mon profil qui vont faire du brand management beaucoup plus marketing et donc pour vendre la marque. Au début, j'ai parlé de The Group, donc ton agence. Mais tu fais encore plus que ça parce que tu gères donc des entreprises. Au quotidien, qu'est-ce que Anaïs fait concrètement avec ses clients et qui sont ses clients? Ok, mes clients, c'est des dirigeants d'entreprise et donc des personnes qui ont envie d'influencer, d'impacter. En vrai, tout a vraiment commencé quand je me suis rendu compte qu'en termes de rôle modèle, les jeunes n'avaient pas forcément des noms made in Africa à citer. Et donc, par exemple, quand on te demande qui t'inspire en termes de leadership, en termes de business, de tech, les gens avaient la facilité à donner des noms américains, à donner des noms européens, parce que justement, les hommes d'affaires de nos continents et de notre pays, idéalement, n'ont pas forcément vu très tôt l'idée de passer à la nouvelle génération avec les techniques de social media, donc de personnes de personal branding et tout ce qui tourne autour. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, ce serait important qu'aujourd'hui, on puisse donner des rôles modèles qui viennent de nos communautés.
Et donc, travailler sur l'image de marque des dirigeants, c'est la partie où tu peux faire en sorte qu'un dirigeant qui gère toute une boîte en Côte d'Ivoire, qui a un leadership incroyable, puisse montrer sa communication sur les réseaux, puisse montrer ce qu'il fait afin que d'autres jeunes puissent en être inspirés. Et donc, la plupart de mes clients, ce sont des dirigeants d'entreprise, ce sont des personnes qui gèrent des fondations, ce sont des personnes qui sont peut-être médecins, des écrivains, des personnes qui ont envie d'impacter et de pouvoir idéalement avoir aussi des liens stratégiques avec des partenaires d'affaires via leur e-réputation. Et tu travailles aussi au quotidien avec un grand groupe, Yeshi Group. Comment tu les accompagnes au quotidien? Parce que c'est un groupe ivoirien qui est très important, qui est dans plusieurs sphères, plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Comment tu les accompagnes? D'accord. Au départ, le groupe Yeshi a déjà une agence en interne. Et donc, dans cette agence interne-là, je suis dans le volet social media. Donc, je suis social media lead. Je travaille sur tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux des marques du groupe. Et de façon quotidienne, je travaille sur la perception donc, de la marque par la cible. Je travaille sur les stratégies de communication sur les réseaux sociaux. Je travaille sur le plan d'action, donc sponsoring, publicité, donc des différentes marques. L'idée, c'est que ce sont des marques qui sont un peu plus différentes donc, et qui sont représentées dans beaucoup de pays. C'est pas toujours évident, mais ça reste une expérience super enrichissante parce que tu as la possibilité de penser pour le consommateur et de te dire, bah, OK, ce consommateur-là, c'est un CSP+, et donc voilà ce qui pourrait lui parler, ou ce consommateur-là, c'est un consommateur, monsieur, madame, tout le monde, et donc lui, par exemple, les réseaux sociaux, il faut créer encore plus de contenu pour lui parler. Et donc, en vrai, c'est un travail quotidien de recherche, c'est un travail où tu te mets beaucoup à la place du consommateur, beaucoup, et puis où tu essaies de t'adapter en fonction du pays, parce que le groupe Yeshi a beaucoup de combien de marques. pays? Ils sont sur plus de 5 pays. Ah ouais. Et donc, c'est des pays qui ont des cultures très différentes, qui ont un langage réseaux sociaux très différent. Le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, le Burkina, récemment même, avec l'un des groupes Rimco. Et donc, le Congo aussi. Du coup, ils sont sur beaucoup de pays et ces pays-là, en fait, ont des cultures différentes. Et quand tu gères les réseaux sociaux, tu dois gérer une équipe, tu dois te dire, bon, OK, je pense à faire des visuels comme ça, mais en même temps, ce n'est pas forcément les mêmes visuels pour les différents groupes et pas les mêmes besoins. Mais ça reste vraiment une très belle expérience et j'arrive idéalement à mettre mon expertise au service du groupe et de l'agence Comian, là où je suis. Parce que là, on parle d'argot. Quand tu cites le Congo, le Sénégal, chaque pays a son argot. Nous, on a notre nouchi, notre manière de nous exprimer. Eux aussi, ils ont leur manière de s'exprimer et tout. C'est une armée de community managers pour ça. Oui, en vrai, une fois qu'on comprend et qu'on commence à consommer du contenu, parce que j'aime dire en fait que tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu ne le consommes pas. Et donc, on consomme beaucoup de contenu des autres pays. On est obligé de suivre l'actualité, de voir un peu, par exemple, que tel pays est beaucoup plus islamique. Donc, il y a certains mots qu'on ne peut pas faire. Par exemple, au Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'humour, alors que dans d'autres pays, on ne peut pas utiliser le mot pour communiquer. Et donc, il faut en consommer beaucoup de contenu pour pouvoir aussi produire. On ne peut pas produire quelque chose qu'on ne consomme pas. Et donc, on essaie de consommer le maximum de contenu. Et ce qui est bien, on a de super chefs projets qui ont l'habitude, en tout cas, de discuter avec les clients, de comprendre leurs besoins et on s'adapte au fur et à mesure. Donc, c'est beaucoup de veille média. Beaucoup de veille média. Mon DG aime bien dire que aller chercher les informations, aller voir la concurrence parce qu'en vrai, on ne peut pas rester à attendre seulement le plan d'action. On est obligé de faire des veilles, de regarder les concurrents disent quoi, ils font quoi. Et nous, on est en Côte d'Ivoire, donc on est un peu plus loin de ces territoires-là pour la plupart d'entre nous qui travaillons sur ce côté-là. Moi, je suis lead de tous les CM et donc tous les CM ne peuvent pas être dans les différents pays. Les community managers. Oui, tous les community managers. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas être dans tous les pays. Ils sont en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut qu'on puisse avoir des veilles chaque semaine pour savoir ce qui se passe, c'est quoi l'actualité, des veilles annuelles, c'est qu'est-ce qui va arriver dans un an, comment on peut anticiper. Et c'est un travail de croissance, je vais dire ça comme ça. Et c'est un travail aussi qui est passionnant quand tu es jeune parce que ça demande aussi beaucoup de temps, mais beaucoup de recherche. Tu te prègnes des cultures des autres et tout ça. Yeshi Group, c'est combien de marques au total? Combien d'entreprises au total? Parce que tu as cité Rinco, qu'on connaît. Je connais Bernabé, qui sont de la distribution quincaillerie et grande quincaillerie et tout ça. On a aussi Technibat. Technibat, ah oui. ouais. On a Monsieur Bricolage. Ah oui, Monsieur Bricolage. On a les galeries Périssac en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, je pense que les galeries Périssac, c'est vraiment... Oui, emblématique. Voilà, emblématique. On a aussi Unicen, donc Universal Industries, Sénégal, Universal Industries Côte d'Ivoire, donc Unici. On a aussi Mamouf Béton, dans le béton. En tout cas, on a tellement de marques. Je ne sais pas si je vais finir de les citer, mais on a aussi Ailleurs.
qui est Rimco électroménager. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, on a Palais Via. Palais Via. Oui, le Palais Mobutu. Ah, c'est pour Yeshi Group. C'est dans le groupe Yeshi C'est aussi. dans le Oui, c'est dans le groupe HLH qui appartient au groupe Yeshi. Le groupe HLH, c'est le Palais Via et les résidences Ata au plateau. Ah, Voilà, donc c'est le même groupe. je découvre beaucoup. Oui, et donc du coup, je pense même qu'à force de citer, je risque d'oublier des marques. Ouais. Parce qu'on en a beaucoup. Et en vrai, comme j'ai dit, c'est vraiment une répartition avec des domaines d'activité tellement très différents. varié, ouais. Exactement. Il y a, par exemple, on travaillait sur une stratégie pour Palais Via. On peut passer du luxe rapidement à la construction. Ouais. Et en même temps, il y a une sortie pour une voiture. On peut passer de la construction rapidement à l'automobile. Comme je dis, c'est vraiment un endroit où on apprend beaucoup en même temps. Et puis, on est toujours très actif. Il n'y a pas de repos. À quoi ressemblent tes journées? Toi, Anaïs, brand manager, passionnée de digital, de communication. Bon, mes journées, franchement, ces derniers mois ont été très remplies. Je finis jamais avant minuit. Surtout que la plupart du temps, en fin d'année, on est sur des projets, des activations. On doit faire des events, on doit travailler sur des salons. Et donc, le matin, ce que je fais, je me lève toujours super tôt. À quelle heure? Très tôt. Idéalement à 5h30. Ok. Toujours super tôt. Je pars faire la messe et je vais au sport le matin. Tu vas à la messe le matin? Oui. Tu fais ça tous les jours? Bon, en tout cas, 4 fois sur 7. Ah ouais? Je ne suis pas loin de ma paroisse, c'est juste en face de ma maison. Ah, Donc, c'est en face? Oui. C'est pratique. C'est très pratique. Tu sors de là à 2 pas, tchac. Exactement. Et après la messe, je vais à la salle de sport, donc c'est un peu plus loin. J'aime très toujours aller au sportif. sport. Ouais. Oui. Parce que moi, je ne sais pas comment expliquer, mais quand je ne fais pas de sport, je n'ai pas de force. Ouais. J'ai besoin de faire du sport, de courir un peu. Et donc, c'est une attitude qui est là depuis plus de 5-10 ans. Ok. J'ai été athlète de badminton aussi. Ah Donc, ouais. oui, j'ai été médaillée. Cette jeune dame là. Hein? Médaillée de bronze au badminton à l'équipe nationale. Et donc, du coup, c'est vraiment, en fait, le sport, c'est vraiment dans mon ADN. Oui. Je jouais au football quand j'étais plus petite, donc je fais toujours du sport. Franchement, c'est pas comme si c'était un supplice, comme ce que les gens disent. Ouais. I'm feeling it. Like, je ressens ça, j'ai besoin de le faire. Ça fait partie de ton ADN. Voilà, c'est ça. Et après ça, je vais directement au bureau. Ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de flexibilité avec l'agence dans laquelle je suis, donc Comian, qui est dans le groupe Yeshi, parce que je peux travailler depuis la maison, je peux travailler depuis un centre commercial. Tant que je peux gérer en fait les équipes, c'est le plus important. Et on est vraiment à une ère où on évalue beaucoup plus la productivité des gens que leur présence. Donc, c'est plus facile pour moi de gérer quand je suis à la maison. Mais quand je pars au travail, c'est parce que souvent, on a des activations, il faut faire des réunions, il faut parler avec les CM, il faut mettre un peu de pression à la prod parce qu'il y a des vidéos qui doivent sortir. Il faut essayer de voir les designers si les visuels sont prêts. Il faut parler avec les chefs projets pour avoir les différents objectifs. Et donc, ça, c'est ce que je fais tous les jours. Et peut-être en fin de journée, j'essaie de double-check aussi mes réseaux, je crée du contenu. Oui. Donc, quand je suis dans les transports, je commence à préparer mes contenus. Et quand j'arrive chez moi, je fais une réunion avec mon équipe en interne parce que j'ai une entreprise qui gère la com d'autres dirigeants. The Group. Voilà, de groupe. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est tous en ligne, on est une équipe jeune, on est tous en remote et on n'a pas forcément beaucoup de clients. Donc, on n'est pas forcément sur une grande pression. On gère les clients qu'on peut par rapport à notre taux de productivité. Et donc, je fais un check-up pour voir ce qui se passe. Et puis, voilà. Je dors. Journée bien remplie, tu ne t'ennuies pas. Pas du tout. Tu fais ce que tu aimes et tout. Est-ce qu'il y a un ou deux projets, en tout cas de ta jeune expérience, qui t'a ou t'ont le plus marqué, qui franchement t'ont fait dire ouais, je suis fière de moi, oh waouh. Moi, en tout cas, personnellement, je fais partie des personnes qui n'ont pas forcément qui ne ressentent pas les choses en même temps. Donc, je n'arrive pas forcément à ressentir les émotions, la fierté, la joie, la tristesse en même temps. Ouais. Je le ressens toujours très tardivement, soit 6 mois, soit 1 an après. Vieille. Oui, les fortes émotions. Donc, par exemple, même quand j'ai eu ma bourse pour aller aux États-Unis, c'est après 6 mois, j'étais là comme ça, au Pentagone, à la station. Et puis, je disais, Anaïs, t'as eu une bourse. Franchement, j'étais choquée. Et vraiment, la joie que les gens ont au début, je ressens rarement. Par contre, il y a un projet sur lequel on a travaillé avec mon équipe. Et la deuxième année, c'est un projet sur la santé mentale. Donc, on a travaillé et on a construit tout le projet depuis le début. Et jusqu'à son exécution, c'était le seul projet qu'on avait construit tout seul. Et donc, franchement, ça, c'est un projet qui a eu beaucoup d'impact. Et quand on était à la deuxième année, un jour, j'étais comme ça à l'entrée de l'endroit où on a fait le projet, donc au centre commercial. Et quelque chose m'a dit, mais Anaïs, en fait, tu as travaillé sur un projet comme ça. Ouais. En fait, un projet qui aide les gens à se rendre compte que leur santé mentale, ça compte. Et en fait, avec juste ton métier de communicante, c'est pas que tu n'es pas architecte, tu n'es pas diplomate, c'est de la communication digitale, mais qui aide les gens à prendre conscience de l'impact de la santé mentale
et tu te rends pas compte, en fait. Et ce jour-là, j'étais super fière. Franchement, ça a été l'une de mes plus grandes fiertés. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde derrière et que je vois tous les projets de communication que j'ai pu faire, ça fait partie des projets qui comptent beaucoup. Tu as cette expérience-là, mais on part toujours de quelque chose. À quel moment tu t'es dit, moi, Anaïs Axel Alou, je vais devenir spécialiste du branding, des gens, des marques? Je pense que c'est la partie la plus importante parce que je ne me suis pas dit ça toute petite, comme la plupart des personnes. Quand j'étais plus jeune, quand tout le monde disait j'ai envie d'être pilote, médecin, moi, je me disais, je vais être avocate parce que c'est joli à entendre, pas parce que je connais le métier et tout. Et après le bac, j'ai été orientée à l'université et j'ai fait anglais. Ok, là, on est en quelle année quand tu On est en à 2016, hein. On est en Ok, 2016 quand je rentre à l'université. Et donc, du coup, quand je finis le bac, en fait, quand je passais le bac, j'avais 15 ans. Et donc, du coup, ma maman me disait, j'étais précoce. oui, tu as encore le temps, tu peux faire même un doctorat si tu veux, va, fais ce que tu as envie de faire. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très libres, qui ne m'ont jamais imposé un corps de métier, va faire ceci ou cela. Donc, moi, j'ai choisi de faire de la communication. Je voulais être journaliste, reporter de guerre. C'est ce que je voulais faire. Tu veux être reporter de guerre. Voilà. Être dans des endroits et tout, la dopamine. Ça Tu es en train d'annoncer les news. Franchement, c'est ce que je voyais. Ouais. Maman m'a dit que non, elle ne s'est pas en train de faire ça. Que que j'ai encore besoin de toi. Et c'était la seule fois où maman me disait non par rapport à un métier que je voulais faire. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, ok, de toute façon, je vais commencer le journalisme. Après, on va voir ce que ça va donner. Malheureusement, heureusement, j'ai été orientée au département d'anglais. Et là-bas, en fait, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je pense que c'est le bénévolat qui va m'envoyer à la communication. Et donc, je vais m'engager dans la communauté. Je rejoins la fondation CEFIS très tôt. Et c'est quoi la fondation CEFIS pour ceux qui ne la connaissent pas? Ok, la fondation CEFIS, c'est une fondation qui accompagne les femmes dans tout ce qui est autonomisation, donc les femmes entrepreneurs. Mais à ce moment-là, on était encore plus focus sur tout ce qui est leadership des jeunes filles. Et donc, on faisait des tournées avec la présidente Sephora Kodjo. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Dans des villes et tout. Et je pense que mon engagement communautaire va me conduire vers la communication tout simplement. Parce que je rentre au département branding. Et là-bas, on gérait tout ce qui est corporate branding de la fondation. Et comme j'aime les choses qui sont jolies. Et donc, je trouve que c'est très beau. Quand on m'a demandé, tu veux rentrer où? J'ai dit branding, c'est trop beau. Et en fait, je commence à travailler dans la fondation en tant que bénévole, bien sûr, parce que je pense qu'en tant que jeune, on devrait prioriser les aventures bénévoles. C'est ça. Ça nous aide à apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre forcément exactement à l'école. Et après mon aventure à la fondation, je passe des applications. Donc, je soumets des applications pour entrer dans des programmes. Enfin, tu fais des soumissions. Je fais des soumissions, exactement. Pour entrer dans des programmes. Et dans le programme où je vais rentrer, je vais présenter un projet d'application mobile. Et donc, du coup, c'est là que je suis devenue mentee de Mentor Edit parce que je fais le programme AWF et on nous forme à IUGB. Et en fait, je commence à comprendre le marketing digital parce qu'on a des séances de marketing digital. Et je me dis, c'est trop bien, on parle de pub, on parle de marques. Et j'ai toujours aimé les marques à la télé, voir les pubs françaises qui durent longtemps. Quand on regardait des films, pour moi, je me demandais qui travaillait derrière. Et en vrai, c'est comme ça va commencer à naître dans mon esprit. Et juste après, je vais à Accra pour le programme YALI, Young African Leadership Initiative, de l'ambassade des États-Unis, où je fais aussi le marketing digital. Donc, j'apprends un peu plus de ce que je savais. Et puis, je me dis, bon, OK, je vais me lancer dans le digital. Et donc, à force de relayer mes aventures d'engagement communautaire, de bénévolat sur les réseaux, je commence à aimer les réseaux au maximum. Il m'a même dit un jour, mais toi, j'ai toujours ton téléphone. Est-ce que ça donne de l'argent? Donc, je pose la même question sur Google. Là, j'avais 19 ans. Je dis, Google, comment avoir de l'argent avec son téléphone? Donc, il me met les métiers du digital. Et je vois Brand Manager. J'ai dit, ça, c'est trop beau. Et j'écris sur mon compte Instagram, Anaïs Brand Manager. Ah, tu as juste écrit ça comme ça? J'ai écrit ça comme ça parce que ça me plaisait beaucoup. Et en fait, quand les gens cherchaient des brand managers, ils ont commencé à m'écrire. Et j'ai dit, mais attends, tu t'es mis dans quoi? Donc, j'ai commencé à apprendre. J'ai vraiment fait beaucoup de self-learning. J'apprenais par moi-même. Et en fait, à un moment, les gens te font confiance parce que tu es passionné. Mais la passion, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi joindre à la passion l'expérience, mais aussi la formation. Et donc, c'est comme ça que je cherche des bourses pour apprendre. Et je tombe sur une bourse de l'ambassade des États-Unis. Encore, moi, j'adore les bourses subventionnées. Ah oui, mais c'est ça, en fait. Je veux dire, tu as la facilité d'être financé, accompagné. Exactement. Et tu as des formations de qualité aussi. C'est ça, exactement. Exactement. Et en fait, comme je viens d'une famille où aller aux États-Unis, c'est pas forcément un plan que tes parents ont pour toi. Ils ont d'autres problèmes. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, OK, je vais chercher une bourse d'études et m'orienter en personal branding dans la bourse d'études. Donc, je postule à la bourse. Et dès que je suis sélectionnée, je demande qu'on puisse me mettre dans une filière qui est reliée à la communication, aux relations publiques et au marketing digital des marques.
Et donc, c'est comme ça que je pars aux États-Unis. Dans quelle année? En 2023. OK. Voilà. Et donc, du coup, je fais une formation pour pouvoir comprendre comment les marques fonctionnent, comment les clients voient les marques, comment on pourrait travailler sur tout ce qui est neurologique pour pouvoir attirer les clients, comment on peut manipuler, influencer le consommateur avec des couleurs, avec une stratégie, avec les réseaux sociaux. Et là, quand je reviens, je décide d'aller en entreprise pour exécuter ce que j'ai appris et puis pour évaluer aussi le niveau. Et donc, c'est un peu comme ça que mon parcours se fait pour entrer dans la communication. Tu as fait combien de semaines aux États-Unis de cette formation? J'ai fait 10 mois, presque un an. Ah ouais, un an quand même. Qu'est-ce que tu as C'était vraiment retenu? comme l'école. Qu'est-ce que tu as retenu de ces 10 mois aux États-Unis pendant cette formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement au-delà de ces compétences, de cette compétence en brand management? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En vrai, les États-Unis, ça m'a apporté de comprendre beaucoup plus tout ce qui était en rapport avec l'intelligence émotionnelle. Parce que ce n'est pas forcément des sujets qu'on aborde ici sous nos cieux, mais le fait de vivre avec des personnes de nationalités différentes, une Colombienne, une Turque, une Indienne et tout, tu comprends qu'on a des cultures différentes. Donc, du coup, tu apprends sur ces cultures-là. Et comme on a des cultures différentes, on a aussi des réactions différentes en fonction des choses. Et donc, du coup, on a des séances de formation psychologique training où on nous apprend à gérer les émotions, à comprendre les émotions des autres. Et je pense que quelqu'un qui a la possibilité de gérer ses émotions, en fait, il est comme quelqu'un qui règne sur les autres parce qu'il sait ce qu'il ressent, il arrive à les exprimer et il sait aussi ce que les autres ressentent. Sans pour autant être antipathique, il arrive à être empathique, à avoir des limites et à set up en fait son environnement. Et je pense que c'est la chose que j'ai le plus appris là-bas, c'est vraiment emotional intelligence, tout ce qui est en rapport avec l'intelligence émotionnelle, gérer ses émotions, apprendre et aussi tout ce qui est en rapport avec la culture, donc les cultures, apprendre une nouvelle culture, vivre avec les autres, comprendre que les autres ont des cultures qui sont assez différentes et accepter ça en fait au fur et à mesure. Quand tu es revenu des États-Unis au bout des 10 mois, quelles sont les opportunités que tu as eues tout de suite quand tu es revenu en Côte d'Ivoire? Avant même d'arriver en Côte d'Ivoire, moi j'aime anticiper, j'aime prendre de l'avance, je ne sais pas, mais je n'aime pas attendre. Voilà, j'aime beaucoup bouger. On peut remarquer dans mon comportement, comment je parle, j'adore bouger. Et donc, du coup, avant d'arriver à Abidjan, j'ai commencé à anticiper des opportunités. Donc, il y avait des appels d'offres, il y avait beaucoup de choses. J'ai commencé à postuler des appels d'offres. Et puis, j'ai commencé à me dire, bon, OK, quand tu arrives à Abidjan, qu'est-ce que tu vas faire qui sera un peu plus différent? Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une offre avec une agence au Togo pour former des jeunes femmes qui passaient un concours d'oratoire parce que je fais beaucoup de formations sur la réputation des jeunes, comment faire en sorte que sur les réseaux, tu puisses avoir les meilleures opportunités parce que tu as un bon profil, parce que quand un recruteur va voir ton compte, il sait que tu es passionné, par exemple, d'énergie, passionné peut-être d'éducation et donc il voit que ton CV et ton identité numérique est vraiment en concordance. Donc du coup, c'est vraiment en fait ce que je fais avec les gens et donc la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'aller d'abord au Togo pour une formation et ensuite au Bénin pour une autre formation. Donc, j'ai formé des personnes au Bénin, à l'université de Calavi. Calavi, à Boumé, voilà. Calavi. Voilà. Pourquoi béninois? C'est ça. Et en fait, c'était les premières expériences que j'avais eues. Et après, j'ai eu d'autres expériences dans des entreprises, mais c'était les premières. C'est-à-dire la formation, la consultance en tant que formatrice, conférencière, etc. Et donc, aujourd'hui, tu es à fond là-dedans. En tout cas, moi, quand on me demande brand manager, on me demande est-ce que tu connais une brand manager? Je pense tout de suite à Anaïs. Contactez-la et tout, parce que bon, je veux dire, c'est celle que je vois et que je connais, et puis en plus, c'est ma mentille. Selon toi, c'est vrai que nous, on a commencé bien plus avant, personal branding, on parlait déjà de cette thématique des années auparavant et tout, les choses ont évolué et tout. Est-ce que selon toi, le personal branding est devenu aussi une mise en scène permanente, utilisée par beaucoup de personnes aussi? C'est-à-dire qu'il y a un manque d'authenticité parce que, est-ce que pour toi, le personal branding, c'est construire, mais sans être authentique? Est-ce que pour toi, il y a beaucoup de mise en scène? Est-ce que tu l'as constaté? Bon, personnellement, non. Parce que généralement, dans les veilles que je fais pour mes clients, je vais toujours chercher des profils authentiques. Et je ne consomme pas beaucoup de contenu qui ne me plaise pas. Je veux dire, quand je vois un contenu, j'ai l'impression que c'est authentique, je me désabonne, j'essaie de ne pas voir. Mais tu le constates. Je peux constater, par exemple, qu'il y a peut-être un surplus d'informations, qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont dites en même temps. Soit quand il y a trop de choses dites, soit on veut couvrir quelque chose, soit c'est pas authentique. Et donc, du coup, je peux voir, pas forcément en Côte d'Ivoire, même dans la sous-région, on sait qu'on on est vraiment à l'ère du personal branding. Tout le monde veut pouvoir parler. Je pense que c'est bien, mais en même temps, quand on démocratise quelque chose,
il y a le côté positif et il y a aussi le côté un peu plus négatif où des personnes peuvent facilement duper les autres. Donc, ça peut arriver. Mais ce que je constate, par contre, c'est que les jeunes commencent à prendre conscience et que les dirigeants aussi. Parce qu'avant, au début, quand je parlais de ça des dirigeants, ils me disaient pourquoi je vais prendre quelqu'un pour gérer ma com sur les réseaux. Sur LinkedIn, moi, je vais pour embaucher. Je n'ai pas besoin de parler. Et en fait, aujourd'hui, quand tu en parles avec un dirigeant, hier, j'avais dans un rendez-vous avec quelqu'un qui était dans l'immobilier et tout, il me disait, oui, j'ai vraiment envie que les gens puissent constater mon travail. Et tu vois que la demande, elle est là et que les gens comprennent maintenant l'importance de pouvoir communiquer sur les réseaux, communiquer dans les médias et parler de leur expertise le maximum possible. Et donc, je pense que vraiment, c'est le côté positif de la chose. Après, bon, comme j'ai dit, une fois qu'on démocratise, il y a forcément le pour et le contre. Il y a des personnes qui vont utiliser ça parce que soit ils le maîtrisent beaucoup plus pour attirer plus de clients. C'est comme de la pub. Hein. Il y a des pubs qui sont mensongères. Donc, c'est pareil que dans la pub même des produits. Quand les gens ils se vendent, ils vont aussi augmenter leur valeur perçue pour que les gens puissent se dire que ça, c'est un bon profil. Et puis après, peu importe le personal branding qu'on fait, on rencontre forcément les gens. Moi, j'aime bien dire que... C'est ce que je voulais te demander parce que il y a, comme on dit, le personal branding, il est lié avec ce qu'on est dans la vie réelle. Si ça ne matche pas, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Parce que est-ce que les deux peuvent être séparés? Est-ce que le personal branding est séparé de la personne que je suis en réel, dans la vie réelle? Pas du tout. Justement, avant Est-ce qu'il y a une continuité? Oui, c'est clair. En vrai, même, le personal branding n'est que la continuité de notre personne. Ça veut dire quoi? Quand moi, je partais aux États-Unis, je pensais que c'était que les réseaux sociaux, le personal branding. Et après notre premier cours de branding, je me rends compte que en fait, c'est du développement personnel. Qui tu es à l'intérieur, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu veux impacter. Ça commence d'abord sur toi-même. C'est quoi ce que tu portes, c'est quoi ton power dressing, c'est quoi les gens avec qui tu marches. Franchement, c'est pas forcément les réseaux. Il y a des gens qui ont un bon branding et ils sont pas actifs sur les réseaux. Ils ont un bon réseau. Quand tu les rencontres, ils ont une belle énergie. C'est tout ça, en fait, leur branding. Et donc, par exemple, quand tu vas dire leur nom, on va dire, ah, elle est adorable, ah, elle est super, elle est vraiment exceptionnelle, elle connaît son travail. Parce que sur les faits, ce que tu vas faire au travail, ça compte dans ton branding. Les gens que tu vas rencontrer, comment tu vas les aborder, ça compte dans ton branding. Comment tu vas t'habiller, ça va aussi compter dans ton branding. L'estime que tu as de toi, ça compte par-dessus tout. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui vont faire en sorte qu'on puisse dire, ah, aujourd'hui, quand on évalue son taux d'impact et qu'on voit que, par exemple, aujourd'hui, Madame Edith, son personal branding est à tel niveau parce qu'on sait qu'elle a de l'authenticité et on le ressent automatiquement quand on le voit. Et donc, on a beau faire des posts sur les réseaux. Les réseaux, pour moi, c'est que 30% du personal branding, ça compte pas devant les RP, devant le network, devant la personne elle-même, devant la capacité donc de pouvoir vendre son image quand on est en face des gens. Et ça, ce sont des points qui sont les plus importants dans le personal branding. Là, tu as bien expliqué. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que le personal branding n'est pas lié uniquement aux réseaux sociaux. Il n'est pas né des réseaux sociaux. Pas du tout. C'est de l'irréputation. C'est de l'irréputation. Le personal branding, il a toujours existé. C'est ça. Et il est lié à qui on est. Réellement. C'est ça. Ça amplifie, en fait, notre personnalité. C'est le bon mot, c'est amplificateur, c'est ça. Notre authenticité, en fait. Et je pense que c'est important de le rappeler à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de malentendus, beaucoup d'idées préconçues, alors que la réalité, c'est quand je vous rencontre, ou bien même avant de vous rencontrer, votre personal branding parle pour vous. C'est-à-dire que dès que je dis votre nom dans une assemblée, dans une salle où il y a du monde, automatiquement, il y a des mots-clés qui vont revenir régulièrement de gens qui vous ont côtoyé, qui vous connaissent, pardon. Et ces mots-clés sont comment je peux dire, déterminent en fait les composantes de votre personal branding. J'apprends avec Anaïs. Donc, tout est lié en fait. Ce n'est pas juste lié à votre présence sur les réseaux sociaux parce qu'on peut maquiller beaucoup de choses avec des shootings photos, vidéos. On peut tout dire soit sur les réseaux sociaux, mais quand on est dans la vie réelle, quand il y a un gros gap entre qui vous êtes dans la vie réelle et qui vous êtes sur les réseaux sociaux, automatiquement, ça crée une création, un manque de confiance, en fait. Et tu as parlé de power dressing. On n'entend pas beaucoup ce mot, cette expression ici chez les francophones. C'est quoi le power dressing? Le power dressing, c'est l'idée en fait de pouvoir s'habiller et d'avoir confiance en soi quand on s'habille. Et donc, c'est aussi pour pouvoir dominer les endroits où on part. Je vais parler vraiment comme une Américaine parce que les Américains sont vraiment dans la domination. I mean, dominating the conference. Donc, quand tu dois t'habiller, en fait, c'est toute une stratégie que tu mets en place pour te sentir bien,
mais aussi pour faire passer un message qui est en rapport avec ce que tu as envie que les gens comprennent. Donc, pour aller simplement, tu es dans l'immobilier ou tu es dans les finances, il y a un code dans les finances. Et en fait, les gens dans les finances, quand ils se voient, ils se reconnaissent à beaucoup de choses, au parfum, au costume, franchement, à beaucoup de choses qui sont extérieures à l'intellect. Et donc, dans le power dressing, on va intégrer les codes de notre métier, on va intégrer aussi ce qui nous définit nous-mêmes. Et donc, pas forcément s'agripper sur les codes du métier parce que il y a aussi notre propre personne, donc nos propres valeurs. Et aussi, on va intégrer ce qu'on a envie que les gens pensent de nous dedans pour que ça puisse faire un tout. Et donc, finalement, on a le pouvoir de pouvoir dire, bon, OK, je suis dans les finances, voilà ce que je fais, sans que les gens se demandent, est-ce qu'il est vraiment dans les finances? Parce que l'habit, souvent, permet de reconnaître le moine. Et puis, ça fait le moine. Ça fait le moine, c'est ça. C'est une carte d'identité aussi, d'une certaine manière. Exactement. C'est comme un message que tu envoies. Mais est-ce qu'on peut se détacher? Tu peux avoir un financier qui décide d'être... qui décide de ne pas avoir de power dressing, mais qui excelle et qui est reconnu pour ça. Oui, et généralement, les personnes qui vont toujours passer à côté, ils ont un power dressing pour autre chose. Oui. Ça veut dire, par exemple, s'il ne s'habille pas comme les financiers, qu'il est beaucoup plus relax, c'est qu'il a des ambitions de pouvoir peut-être être beaucoup plus proche d'une cible qui n'est pas la cible, donc qui est dans l'économie et les finances, mais qui est une autre cible qu'il a envie d'influencer. Et donc là encore, il y a beaucoup de stratégies de la manipulation parce que la personne sait très bien les codes. Si la personne devine les codes, il a envie d'avoir une identité par rapport au fait qu'il dévie ces codes-là. Et en fait, ça a forcément un impact. Donc, les gens vont te dire, par exemple, telle personne dans la tech, il est très approachable. Quand on le voit, il est relax. Cette tenue n'est pas trop compliquée. Justement, ça a un objectif à atteindre par rapport à ce qu'il veut que les gens puissent percevoir de lui. Donc, quelque part, chaque fois, il y a du power dressing. Est-ce que tu as eu des difficultés à accompagner des personnalités ou des dirigeants qui ne comprenaient pas trop l'intérêt pour eux de gérer leur power dressing et qui finalement ont accepté? Et quand on les voit aujourd'hui, on sait que c'est peut-être Anaïs qui était derrière. Bon, non, j'ai jamais eu de problème. On est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire, on aime les belles choses, on aime se saper. On aime se mettre en valeur. On aime se mettre en valeur. Les gens n'ont jamais de problème pour se mettre en valeur. En tout cas, à part récemment, j'ai travaillé sur l'image d'une dame qui est elle-même coach en image, qui voulait travailler sur elle-même son image. À part ce challenge, parce que c'était peut-être une experte en face d'une autre experte dans notre domaine, les autres clients... Généralement, c'est eux qui me disent, Anaïs, moi, je veux m'habiller comme ça, je veux faire ça. Ils savent un peu ce qu'ils veulent et puis ils ont vraiment des angles d'appréciation depuis d'autres pays. Par exemple, j'aime bien celle sud-africaine qui fait ceci. Franchement, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a jamais eu de challenge sur le power dressing. C'est plus même sur le personal branding qu'il y a souvent du challenge. Les gens n'ont pas envie d'en dire trop. Ils veulent trouver le juste milieu. Ils n'ont pas envie qu'on soit fatigué d'eux et qu'on dise toujours elle. Donc, c'est peut-être ces challenges-là qu'on peut avoir. On a souvent le syndrome de l'imposteur parce que tu prends la parole sur les réseaux et tu te demandes est-ce que c'est mon rôle? Moi, je suis dirigeant, pas qu'on pense que je suis coach. Donc, c'est ces syndromes-là qu'on peut avoir et ça peut être... Pour moi, c'est vraiment ça les challenges que j'ai eus, même pas en rapport avec le power dressing. Pas du tout. Quel est le message que tu envoies avec ton dressing à toi? J'aimerais juste faire communiquer aux gens, donc faire comprendre aux gens que la communication, c'est quelque chose où on peut prendre une pièce ici, on prend une autre pièce ici, on la met ensemble, ça fait quelque chose de beau. On peut prendre quelqu'un qui est au Gabon et faire travailler sur quelque chose au Cameroun sans avoir de problème parce que, en fait, tout est une histoire de stratégie. Et donc, moi, par exemple, je peux facilement mixer, passer du classique, passer du corporate au jogging sans problème parce que je me dis, plus tu vas communiquer que les mélanges, c'est possible, qu'on peut mettre des choses en accord, plus la cible en face va se dire, OK, oui, c'est possible. Et moi, je m'habille beaucoup plus pour les jeunes parce que je suis jeune et j'ai pas envie de... On m'a déjà dit une fois que tu t'habilles trop jeune, voilà. Est-ce qu'on va te prendre au sérieux et tout. J'ai dit que moi, j'ai pas envie, en fait, de faire croire aux jeunes que pour pouvoir être bien, être cosy, être indépendant, il faut que tu rentres dans une sorte de moule et que tu sois toujours en veste, tailleur. Franchement, peut-être c'est bien pour les autres, mais moi, les gens avec qui je communique, j'ai envie qu'ils puissent se dire, tu peux rester toi et puis travailler en entreprise et on va t'évaluer sur tes résultats. Et c'est en fonction de ça que moi, je m'habille. Pour dire aux gens, je suis moi, j'assume comment je suis, mais je peux vous apporter des résultats. Et puis, regardez, vous allez voir. C'est le résultat qui compte. C'est ça. Est-ce que pour toi, on peut construire une marque forte sans s'exposer personnellement? C'est souvent... Parce que quand j'écoute ce que tu dis de certains dirigeants avec lesquels tu travailles,
ils ont peur de s'exposer, mais en même temps, ils veulent construire une marque forte et tout ça. Ils veulent être bien perçus, mais sans s'exposer. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de marques dont on ne connaît pas les dirigeants sur les réseaux. Oui. Il y a tellement de marques qu'on consomme tous les jours. Bon, j'ai dit Yeshi, hein? Bon, oui, Yeshi déjà, voilà. Yeshi déjà, Ouais. voilà. Et en fait, le personal branding d'aujourd'hui où les dirigeants de business se mettent en avant, il y a deux objectifs. Le premier, c'est que soit on est mini-entrepreneur et on a envie de pouvoir faciliter les ventes, donc d'ajouter notre histoire au business pour pouvoir avoir plus de l'impact. La deuxième chose, c'est soit on a déjà eu de l'impact, mais on se dit que notre business a eu l'impact qu'il faut. On a envie de faire une sorte de passation à la nouvelle génération. Donc, c'est les deux cas. Sinon, il y a des dirigeants qu'on ne connaît pas, qui font des choses extraordinaires en entreprise. Ils ont un personal branding de la vie réelle. Ouais. Donc, les gens vont te dire, par exemple, si tu rencontres tel directeur, franchement, il est bien, il travaille très bien, il a de très beaux résultats, mais on peut se détacher. Ouais. Et bon, aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, et donc c'est une lucarne, en fait, pour les entrepreneurs de pouvoir avoir une plateforme où ils racontent leur histoire et ils font du storytelling avec le business pour pouvoir vendre encore plus et avoir de l'impact. Mais beaucoup de gens ne savent pas qui gère Technibad, c'est qui le directeur. Non. Et ça fonctionne très bien parce qu'à la fin de la journée, le client final veut que ce qu'il achète soit fiable et que ce soit utile. Voilà. Très, très utile. On a parlé de l'équilibre aussi entre authenticité et ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Anaïs, est-ce que tu montres réellement qui tu es sur les réseaux sociaux grâce à ton personal branding? Est-ce qu'il y a une différence entre toi, la Anaïs, dans la vie réelle et la Anaïs sur les réseaux sociaux? Partiellement. Parce que je suis quelqu'un de très drôle. Je fais rire tous mes amis. Mais ma communauté sur les réseaux, ils ne savent pas. En tout cas, pas eux tous. Et donc, du coup, par exemple, quand ils vont me rencontrer, ils vont dire, mais tu es super drôle. Mais on ne savait pas. Mais je ne suis pas là pour faire rire parce que je ne suis pas humoriste aussi. Du coup, je suis obligée. Là, je ris. C'est ça. Voilà, je fais rire vraiment tout le monde. Ouais. Franchement, je suis bonne enfant. Je suis encore jeune. Donc, j'essaie de rigoler de tout et tout. Mais sur les réseaux, il y a le juste milieu. Et pour moi, c'est important de capitaliser son énergie. Ouais. Donc, tant que je parle sur les réseaux, c'est que je parle soit de mon livre, soit des conférences que j'ai, soit de mon aventure numérique, soit des astuces digitales, de nouveaux logiciels IA, soit des bourses d'études disponibles. Parce que je me dis, le peu de temps que j'ai, je capitalise sur les informations importantes. Maintenant, si de temps en temps, j'ai des choses qui m'arrivent, je raconte ça en story. Mais en fonction du réseau, il y a vraiment la personnalité que je vais peut-être définir. Donc, par exemple, sur LinkedIn, je vais adapter le message en fonction de ce que j'ai envie de communiquer. Après, c'est la même personne, mais avec des messages différents. C'est ça. Et donc, sur Instagram, ce sera beaucoup plus daily. On me voit avec des stories tout le temps. Sur TikTok, c'est plus facile parce que je fais beaucoup de live et là-bas, on danse. Et donc, j'adapte, en fait. Ah, tu fais beaucoup de live? Oui, beaucoup de live. Oh, Beaucoup de live les soirs, entre 23h et minuit. Ah ouais? Donc, du Je vais aller coup, suivre les lives. je fais beaucoup de live, je discute avec des jeunes, on parle des thématiques qui sont liées aux jeunes, idéalement. Et donc, comment c'est challengeant de se concentrer, la productivité, on parle de comment on fait pour se lancer dans de nouveaux projets. Et donc, là-bas, par exemple, c'est beaucoup plus moi, parce que ce sont des lives, donc c'est sans filtre. Tu dois parler, tu dois discuter avec les gens. Mais je ne peux pas dire que sur les réseaux, on peut avoir 100% d'Anaïs, parce que c'est encore un écran. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas là-bas. J'essaie de trouver le juste milieu, parce que je ne peux pas aussi mettre ma vie privée sur les réseaux. Bien sûr. Je sais le côté confidentiel des informations, comment les choses se passent très rapidement sur les réseaux. Et donc, il y a vraiment un juste milieu. Je pense que je suis à 40% de ma personne sur les réseaux. Et puis le reste, quand les gens me rencontrent, ils peuvent voir. Exactement, dans la vie réelle. C'est Et ça. tu as touché un bon point. On ne peut pas tout montrer Voilà. parce que tout va vite sur Internet. Tout peut être exploité négativement aussi sur Internet. Et la frontière peut être très vite brisée entre vie personnelle et vie numérique. Et ça peut devenir un danger pour soi-même, en fait. Donc, c'est un juste milieu qui est nécessaire, mais toujours en gardant ce fil d'Ariane d'authenticité dans tous les messages qu'on diffuse, dans la manière qu'on est. Et je voulais te demander ton réseau social préféré parmi ceux que tu as cités. C'est lequel? Où tu t'épanouis un peu plus? Je crois que c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment mon réseau social préféré. C'est vraiment the place to be pour moi. LinkedIn, j'ouvre LinkedIn le plus souvent que les autres applications. Je consomme LinkedIn beaucoup plus, vraiment dû à temps quoi? d'écran.
peut-être parce que c'est là-bas que j'ai commencé à produire du contenu. Voilà. Quand j'avais commencé tout ce qui était engagement communautaire, je relayais toutes les informations sur LinkedIn. Et puis parce que pour moi, je trouve que les gens sont beaucoup plus bienveillants sur LinkedIn. Oui, bien sûr, bienveillants. Voilà. Et moi, je préfère être dans des énergies positives. Voilà, j'aime pas me fatiguer. Je vois rarement des clashs négatifs sur LinkedIn. Franchement, quand les gens même vont protester, c'est avec de la politesse, non respecter les employés, respecter les RH. Et en fait, je trouve que les gens sont très bienveillants sur LinkedIn. Donc, je passe beaucoup plus de temps là-bas. Je donne beaucoup plus d'énergie. Et à part ça, bon, les autres réseaux, j'ai pas dit que les gens sont pas bienveillants, mais je perçois beaucoup plus sur LinkedIn. C'est un peu le marché aussi. Oui. Il y a des fois un peu de sauvagerie, tu vois, des réactions excessives, un énorme manque de bienveillance totale de chez ouf. Les gens oublient que Internet laisse des traces. Clairement. Et ça va trop vite, quoi. Bon, Twitter, on n'en parle pas. Moi, voilà. TikTok, bon, là, c'est beaucoup moins, comme j'aurais dit, communautaire parce que tu rentres beaucoup de profils différents. Tu es vu par beaucoup de personnes. L'algorithme aussi peut être parfois un peu random. Donc, mais c'est pas mal aussi, TikTok et tout. Mais je te comprends pour LinkedIn. Oui, pour LinkedIn. Moi aussi, c'est plus calme aussi. Oui, c'est un bon réseau. Tu écris aux gens, ils te répondent facilement. Tu écris à des dirigeants, tu as des réponses très rapidement. Tu peux écrire à un Kenyan. Franchement, tu peux écrire à un Rwandais. Tu as des réponses sur des chiffres que tu as envie d'avoir. Et ça, c'est vraiment un côté très productif de la chose. Qui répond le plus, les anglophones ou les francophones? Les anglophones. Parce qu'ils ont tu vraiment la culture de LinkedIn. Un DG, oui, il répond. Il te répond, tu lui poses des questions vraiment avec tous les détails. Il faut lui dire ce que tu as envie de savoir. Peut-être si c'est sur son aventure, si c'est sur l'impact qu'il a. Ils te répondent très facilement. Ils n'ont pas de problématique. Parce que c'est vraiment une culture qu'ils ont eue depuis longtemps d'avoir LinkedIn comme un réseau social professionnel que les francophones ont peut-être développé plus lentement. Ce qui fait que le DG peut peut-être avoir la plateforme, mais pas forcément être actif tous les matins pour voir. Donc, c'est sûrement ça. Ah, c'est bien, c'est bon à savoir, LinkedIn. Donc, si vous avez des DG, des dirigeants anglophones en vue, des managers anglophones en vue, vous pouvez leur écrire. Ils vont répondre. Moi, j'avoue que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour répondre. J'essaie de répondre au moins une fois par semaine parce que, bon, dans la journée, il y a tellement de choses à faire et tout ça. bien comment tu gérais ça. Ah ouais, non, peut-être chaque une semaine, chaque 2 semaines, je peux me poser pour répondre, quoi. Mais c'est clair que c'est pas du tout évident. Mais il y a de belles opportunités aussi dans la messagerie LinkedIn qui tombent souvent. Donc, pour ne pas les rater, j'essaie autant que faire se peut de pouvoir me connecter et puis regarder pour ne pas rater d'opportunités. On parle d'opportunités sur les réseaux sociaux pour construire son personal branding. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'anxiété aussi? Est-ce que ça ne génère pas beaucoup d'anxiété de travailler au quotidien sur Internet, de gérer l'image de marque, d'entreprise, de personnalité au quotidien, plus de se gérer de soi-même aussi? Oui, c'est possible. Mais bon, comme j'aime dire, moi, je suis du digital, mais je ne suis pas dans le digital. Je ne sais pas comment dire ça. Une fois que je finis un post, je quitte sur le réseau en question. Je ne vais pas regarder les stats comme ça. Je regarde les stats quand c'est le moment de regarder les stats. Et donc, j'ai appris rapidement à me détacher du digital dès le début. Ce qui fait que c'est moins prenant pour moi. J'ai même des moments où je me déconnecte longtemps. Parce que je n'ai pas envie d'être sur les réseaux, d'être sur mon téléphone. Ah, je me disais que tu étais très, très, très à fond. Non, pas du tout. Même mes clients souvent se plaignent. Ils disent, toi, tu es dans le digital, on t'écrit à 8h, tu réponds à 12h. Je dis, mais parce que je ne suis pas sur mon téléphone. Et en fait, je suis beaucoup plus sur mon ordinateur, dans mes mails, à regarder. Et je trouve que c'est très addictif. C'est juste pour ça que je ne suis pas dessus. Quand tu commences à scroller, tu risques d'aller dans le doom scrolling, scroller, ne pas te concentrer. Et donc, en vrai, j'ai vraiment un temps d'écran bien dans mon téléphone qui est limité. Par exemple, WhatsApp, j'ai 20 minutes par jour. Donc, dès que je finis de répondre, je sors. 20 minutes, elle a 20 minutes par jour sur WhatsApp. C'est-à-dire que tu t'es limité à 20 minutes. Oui. Après 20 minutes, tu sors. Je sors. Et les dimanches, je m'assois, je débloque et je réponds à tout ce que je n'ai pas pu. Donc, tu bloques. Au bout de 20 minutes, c'est bloqué. Oui, c'est bloqué. Chaque Il y a jour. des applications pour bloquer, oui. Mais comment tu fais si tu as des clients, des En fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe plus de temps sur WhatsApp qu'on le pense. Oui, beaucoup plus, c'est vrai. Parce que, par exemple, pour répondre à ton message, je prends peut-être 15 secondes. Donc, je rentre dans l'application, je réponds et puis je sors de l'application. Du coup, je n'ai pas autant de temps pour répondre. Par exemple, quand je vois le message en haut, je commence déjà à penser à la réponse. Quand je rentre dans WhatsApp, je réponds aux 3-4 messages et après, peut-être chaque 1 heure, je rentre pour voir.
Donc, du coup, en fait, tu peux rentrer 2 minutes, tu réponds au maximum de messages et puis tu sors. Parce que, en fait, généralement, quand tu restes dans la discussion, tu vas faire la discussion, tu vas répondre, faire la discussion, alors que tu es censé travailler. Et en fait, il y a une petite ligne à ne pas franchir. Tu penses que tu es en train de travailler quand tu es au téléphone, alors que non, tu es en train de causer. Maintenant, quand les deadlines approchent, tu es stressé. Et moi, je pense que l'anxiété vient de là, en fait. Mon anxiété vient du travail. Parce que l'obligation ou le devoir professionnel, pour moi, c'est très important. Surtout que quand tu es jeune, on ne te prend pas forcément au sérieux. Donc, j'aime pas les délais, franchement, j'aime pas ne pas les respecter. Du coup, je me mets vraiment beaucoup de limites sur mes réseaux pour pouvoir respecter mes délais. C'est pas encore facile, hein. Malgré toutes les limites, là, il y a encore des délais, il y a des clients qui te viennent à la dernière minute pour te demander des choses. Il y a beaucoup de délais que j'avais forcément à respecter. Mais je me dis que moins je passe de temps à consommer du contenu actuellement, mieux c'est pour moi parce que je dois en produire beaucoup. Maintenant, il y a des moments où, par exemple, je vais sur TikTok, je passe 1 heure là-bas parce que je dois chercher l'actualité de quelque chose. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ouvre vraiment l'application, je ne la bloque pas parce que mon travail est lié à ça. Mais ma plus grande anxiété vient des délais du travail, mais pas forcément des réseaux. Franchement, les réseaux, j'ai réussi vraiment à me détacher de ça, ça va. C'est bien parce que tu connais tes limites. Tu as réussi à limiter en fait l'impact des réseaux sociaux dans ta vie pour ne pas que ça soit chronophage. Parce que l'attention bouffe de l'énergie aussi. Et ça, tu l'as vite compris. Il y a très, très peu de jeunes qui le comprennent comme ça, qui sont plongés au quotidien. Bon, j'aime beaucoup écouter tout ce qui est en rapport avec les écrans et le cerveau humain et tout. Et donc, même les matins, j'écoute des podcasts comme ça. Et donc, du coup, quand j'entends des trucs dans le sens, quand vous habituez votre cerveau à rester sur l'écran, vous désactivez tel neurone, je dis que non, j'ai pas envie. Franchement, je me fais peur avec beaucoup de choses. Et en fait, on montre des études qui ont prouvé que quand on expose son cerveau à l'écran pendant plus de 5 heures par jour, voilà comment on devient inactif à tel niveau, on devient moins productif et que le cerveau, c'est comme des muscles. Et donc, du coup, il faut l'entraîner à réfléchir. S'il est en train de consommer tout le temps, il ne va pas réfléchir, tu deviens moins productif. Moi, franchement, quand j'écoute des podcasts comme ça, je prends des décisions radicales. Et j'aime vraiment prendre des décisions où je me détache vraiment des réseaux pendant un moment. Mais jamais vraiment longtemps, quoi. Peut-être une journée, je vais peut-être une journée sans mon téléphone. J'essaie de faire autre chose. J'ai beaucoup de choses à dire, à écrire. Donc, j'écris et puis voilà. Ça, c'est bien. On va faire comme toi. Il faut protéger son cerveau parce que, mine de rien, tout ceci-là, ça bouffe de l'attention, ça bouffe de l'énergie et puis ça ne permet pas de renouvellement aussi des neurones. Est-ce que tu as eu à gérer à un moment donné, parce que être au quotidien dans la gestion des réseaux sociaux de ses clients et tout ça, est-ce que tu as eu à gérer une grosse crise, un bad buzz où tu as dû avoir une réaction, une gestion de crise adaptée pour ça? Non, Dieu merci. Et ça t'est jamais arrivé? Oui. Je te le souhaite pas. Hein? J'espère que ça va jamais arriver. Voilà. En tout cas, les entreprises où je suis partie, je suis arrivée juste après une communication de crise forte. J'étais trop contente. Je dis, Anaïs, heureusement. Après, je ne veux pas éviter parce que bon, dans les relations publiques, on apprend la communication de crise aussi. Mais quelque part, même quand tu arrives à régler en ligne, tu te dis que tu es dans une entreprise avec des valeurs qui sont mal perçues par les gens. Donc, j'ai jamais eu de problématique à ce niveau. Franchement, j'ai pas encore eu ça. Ma carrière est encore jeune aussi, donc je ne veux pas dire que ça va pas arriver, mais je prie que ça puisse bien se passer quand on sera face à un problème où il va falloir communiquer, parler avec l'audience, expliquer. J'ai jamais vu ça, en tout cas, pas encore. En tout cas, je ne te le souhaite pas, que tu puisses avancer tranquillement avec tes clients, image clean, produit qui se vend bien, qui se développe, personal branding de qualité et tout. Mais je sais que de toute façon, le jour, en tout cas, si ça arrive, tu vas extrêmement bien. Si vous avez le problème, écrivez-moi, on va régler ça ensemble. Olivia Pope du numérique. Merci, moi. Dans ton introduction, j'ai parlé du fait que tu as été ancienne Miss 2.0. Je ne sais pas si ça continue toujours ce concours, mais il a révélé aussi beaucoup de profils. Déjà, c'était quoi Miss 2.0? Et pourquoi à cette époque, en 2020, tu avais décidé de participer? Miss 2.0, c'est un concours pour montrer le leadership féminin des jeunes filles, donc à travers des projets qu'elles vont pitcher et défendre avec un processus de vote comme le processus des Miss, sauf qu'on ne défile pas en pitch à la fin de ces projets-là. Ce que je voulais, parce qu'à la fin, il y avait une voiture. Voilà. Moi, je préfère être honnête. Je ne voulais pas être la représentante du leadership au Côte d'Ivoire. Moi, je voulais la voiture. Et s'il fallait être représentante, OK, il n'y a pas de problème. Et l'autre chose aussi, c'est que dès que j'ai voulu postuler et j'ai eu un peu peur. En fait, je me suis dit, OK, si tu as peur, c'est qu'il faut postuler. C'est ce que je me suis dit. Parce qu'une fois que j'ai peur de quelque chose, je me dis,
Ça ne peut pas rester comme ça, en fait. Il Ouais. me faut surpasser ça. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui voient des opportunités, ils ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, OK, Anaïs, ça fait un peu peur. Tu vas être exposée, les gens vont dire ce qu'ils veulent. Il faut faire quand même. Comme ça, Ouais. quand tu vas regarder, tu vas dire, il y a un truc que j'ai fait il y a 4 ans qui fait que maintenant, j'ai plus peur de ce genre de choses. C'est ça. Donc, justement, c'est pour ça que je suis passée à l'action et que j'ai postulé au concours Miss 2.0. C'était un concours très challengeant parce qu'il fallait faire voter les gens sur plus de 21 jours. Ah Il ouais. faut toujours faire des posts, il faut être super exposé. Il y avait beaucoup de bad buzz sur certaines candidates. Franchement, ça n'a pas été évident. Et je me suis lancée, je me suis dit, tu te lances parce qu'il faut que tu puisses affronter le digital dès maintenant Ouais. pour que, au fur et à mesure, tu sois habitué à comment les gens voient les choses. Et puis aussi, pour pouvoir rencontrer des gens, parce que pour moi, l'humain, c'est très important. Je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que l'humain, c'est le plus important. Et donc, du coup, quand tu vas dans un concours, tu rencontres des gens, c'est des contacts, c'est des relations. Du concours Miss 2.0, par exemple, j'ai rencontré 2-3 pépites qui sont pour moi des amis qui impactent, qui font des choses extraordinaires. Marie-Lucienne, par exemple, c'est du concours que je l'ai connue. Et donc, pour Marie-Lucienne moi, Guesson. oui, Marie-Lucienne Guesson, qui était la Miss 2.0, justement. Et donc, du coup, pour moi, c'est un peu ça. Quand je dois faire une action, je me demande, est-ce que tu vas rencontrer des personnes? Est-ce que tu auras la possibilité de partager avec des gens? Est-ce que tu vas recevoir? Et puis, est-ce que ça te fait assez peur pour passer à l'action? Oui. Et quelles sont les opportunités que ça t'a apporté? Je pense que c'est plus des opportunités en termes de visibilité Mhm. parce que le concours nous a beaucoup exposés. Et donc, les gens ont su ce que je faisais. Ils sont allés sur mon profil. Ils ont vu un peu comment je me comportais, c'était quoi l'énergie. Ils ont vraiment aimé l'énergie. Des gens qui m'ont écrit pour me dire, ah, j'aimerais bien que tu me formes dans tel domaine. Ok. Et j'ai eu des communautés comme la communauté Europort qui m'a appelé pour faire des formations. À la communauté YouReport de Yes, l'UNICEF. de l'UNICEF, Ouais. exactement. Et même après le concours, je pense que la plus grande opportunité, c'est l'opportunité du Digital au Féminin Tour. Ok. Parce que ça a été organisé par Marie-Lucienne. Et en fait, c'est dans le concours qu'elle m'a connue. Ah, ça a été organisé par la gagnante. La du gagnante, concours. exactement. Et donc, du coup, on faisait des tournées. Et en fait, le programme Digital au Féminin Tour est sponsorisé par Orange Côte d'Ivoire. Ok. Donc, du coup, c'était la première fois pour moi d'être consultante payée pour un programme comme ça, d'une structure comme Orange. Et pour moi, c'est la plus belle expérience. Parce qu'avant de faire ça, je ne me disais pas que j'aurais pu faire des factures pour être payée pour parler aux gens, ou bien que j'aurais pu faire des tournées, aller dans des villes, découvrir, parler avec des personnes d'entités différentes, de cultures différentes, à Boaké, à Korogo, à San Pedro. Et je pense que si je n'avais pas fait le concours, je ne l'aurais pas forcément connu et elle n'aurait pas forcément su aussi ce que je faisais. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes opportunités parce que juste après, j'ai commencé à vendre le côté conférencière de la chose, Oui. le côté formation, parce que quelqu'un a cru en toi, il t'a confié quelque chose et tu as vu que tu pouvais le faire. Et maintenant, tu as la capacité en fait de te dire, bon, OK, c'est un service que je peux proposer parce que j'ai vu ce que j'ai fait, j'ai vu en fait les résultats. Les gens Orange, ils ont super apprécié. Ils m'ont appelé plusieurs fois pour d'autres conférences là-bas à Orange Digital Center. Et pour moi, ça, c'est la plus belle expérience. Ça t'a ouvert beaucoup de portes. Oui, beaucoup de portes. Est-ce que tu penses que la pression esthétique est plus forte pour les femmes dirigeantes? Parce que c'est vrai, les hommes dirigeants, ils n'ont pas forcément cette pression. Est-ce que tu penses qu'elle est plus forte pour les femmes dirigeantes? Je pense De qu'elle est bien. plus forte, mais elle est interne. Mhm. Elle n'est pas externe. Mhm. Je veux dire, par exemple, on peut être femme dirigeante, avoir un style classique et tout, mais en fait, intérieurement, on se dit, j'ai besoin que mon style ne communique pas quelque chose. En fait, c'est vraiment un combat d'abord qui est interne avant d'être externe. Parce que quand tu vas signer un chèque à 100 milliards, la personne en face de toi ne regarde pas ce que tu as porté. Non. Sauf que la personne qui porte le vêtement dit, j'ai besoin qu'on puisse comprendre que je suis vraiment sérieuse, alors que le travail est déjà sérieux. Oui. Et donc, c'est d'abord un combat interne. Et les femmes, en fait, elles sont généralement beaucoup plus perfectionnistes. Elles veulent bien faire à tous les niveaux. Donc, du coup, elles vont se dire, moi, j'ai envie qu'on me prenne beaucoup plus au sérieux. Donc, il faut que je puisse faire ceci ou cela. Mais peut-être que les hommes, ils ont moins cette pression parce que eux, ils n'ont pas forcément l'idée d'avoir 10 sur 10 partout. Et pourtant, une femme qui dirige, elle se dit, c'est important que je puisse avoir tout au point. Et donc, ce soit mon apparence, comment je vais parler aux gens. Et donc, on a des gens qui vont avoir une pression d'abord interne. Et puis aussi, il y a la pression externe qui est beaucoup plus minime. Oui. On va attendre qu'une femme, par exemple, puisse avoir un code vestimentaire quand on la rencontre, ou bien peut-être un code de parole. Quand elle parle, il faut qu'on puisse sentir que c'est une femme. Et donc, ça, c'est vraiment l'attente de la société par rapport aux femmes, qui est reliée aussi au combat interne, qui fait que bon, tu te dis qu'on t'entend beaucoup de toi. Donc, tu dois en faire beaucoup plus et travailler beaucoup plus. Voilà. On a fait le tour de ton expérience, les entreprises que tu gères, l'authenticité que tu essaies de mettre en avant et tout et tout. On perçoit tout de suite la Anaïs d'aujourd'hui.
qui a 25 ans, je le précise, et qui en plus a fait sortir un livre. Bon, avant, c'est 25 ans. Prendre 25 ans d'avance. De quoi parle ce livre? Félicitations déjà pour ce livre Merci, que tu as mon sorti. tort. Je pense qu'elle a fait la dédicace l'année dernière, c'est ça? Donc, elle a fait la dédicace à 24 ans. Elle avait déjà 1 an d'avance sur ce livre qui est prendre 25 ans d'avance. C'est une visionnaire. Oui, quand j'écrivais le livre, j'avais 24 ans et je l'ai fait sortir quand j'ai eu 25 ans en même temps. En même Oui, temps. en même Ok. temps, voilà. Et en vrai, c'est un livre qui devait juste s'appeler Ce que j'ai appris avant mes 25 ans. Sauf que la personne qui a fait la relecture la première fois m'a dit, mais en fait, ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Et que il faut que tu puisses comprendre que ton livre, en fait, ça permet de pouvoir devancer certaines choses. Donc, on cherchait le lien entre devancer, prendre de l'avance et les 25 ans. Donc, du coup, dans mon livre, je partage 25 principes pour anticiper les tournants de la vie. Donc, voilà pourquoi je parle de 25 ans. Parce que pour moi, chaque principe représente une année qu'on gagne. Par exemple, quand tu comprends le pouvoir du mentorship, tu gagnes 1 an de plus que quelqu'un qui n'a pas de mentor. D'accord? Exactement. Quand tu comprends le pouvoir du networking, le pouvoir de l'importance de voyager, même si c'est pour aller à Boisseau et tout, tu as encore plus d'avance que quelqu'un qui se dit je reste dans ma zone, quand je serai plus riche, je vais voyager, ou bien le pouvoir de pouvoir travailler sur sa confiance en soi, le pouvoir de se tromper, parce que quand on est jeune, on a peur de se tromper, mais se tromper, c'est bien. Ouais. Ça te fait apprendre encore plus que si on t'avait dit. Et donc, du coup, je partage autant de principes que j'ai appris par des mentors, par mon expérience en Côte d'Ivoire, quand je suis allée aussi en scholarship. Et quand je suis revenue en fait des États-Unis, j'étais un peu brusquée, j'étais un peu perdue parce que je suis revenue en milieu d'année, Oui. alors que j'aime bien commencer l'année avec mes objectifs et tout. Donc, comme j'étais un peu perdue, je me suis dit, j'allais écrire un livre. Comme ça, chaque fois que je suis un peu perdue, je vais aller lire mon livre et puis voir un peu où arriver. Et finalement, c'est devenu quelque chose qui a beaucoup plus d'ampleur parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes qui ont commandé le Wow. livre. J'ai eu des retours de 10% des personnes qui m'ont dit « Ah oui, j'aime bien aimer telle partie parce que ça me parle beaucoup. » Et comme ce n'est pas un livre chronologique, on peut le lire de partout, ouvrir un chapitre, le lire. J'avoue que ça aide beaucoup les jeunes qui ont envie d'anticiper, qui ont envie de changer quelque chose, qui ont envie d'impacter. Je ne veux pas dire que c'est développement personnel, c'est développement public, quoi. C'est pour tout le monde. J'aime bien dire ça. Mais c'est un peu de développement personnel. Voilà, ouais. mais c'est un peu de développement parce que je suis vraiment ma passion dedans. Le branding est dedans. J'ai même parlé de mes mentors, donc de Ouais. Edith. Coucou. Voilà. On l'a cité dans le livre. J'ai parlé de Edith, de notre rencontre, de Tata Nabou, parce que c'est elle qui m'a appris une personal branding au Oui. début. Franchement. Bisous, Naboufal. Voilà, j'ai expliqué comment en fait c'était important de pouvoir donner à César ce qui était à César, de pouvoir montrer aux gens que bah, tu m'as inspiré, voilà pourquoi je fais ceci, à la place de plagier le travail des gens. Franchement, je donne tout ce que j'aurais voulu savoir plus tôt. Et puis, je me dis que d'autres personnes, en fait, vont utiliser ça pour pouvoir anticiper certaines choses dans leur vie. Tu comptes écrire d'autres livres? Oui, J'en suis finalement, certaine. oui. Évidemment. Évidemment. Tu viens d'avoir 25 ans, donc évidemment, Oui, il y a finalement. tellement de choses à dire encore et encore et encore et encore. Mais je te souhaite plein succès. Merci Donc, mon pour temps. ce livre, est-ce que tu as fait des tournées dans des écoles? Pas encore. Pas Pas encore. encore, mais dans 2 semaines, je travaille sur une conférence liée au livre, donc qui aura lieu à Abidjan. On attend au moins 150 personnes. Oh. Et donc, du coup, j'ai fait des tournées dans des universités. Je suis encore dans des tournées d'ailleurs pour parler du livre, pour parler des thématiques. Et en fait, je me rends compte que les jeunes ont vraiment besoin d'entendre d'autres jeunes. Je n'étais pas sûre, mais en fait, à force de les rencontrer, je me rends compte que on pense que les jeunes sont vraiment concentrés sur la distraction, mais ils veulent juste entendre des choses pour que ce soit un déclic pour eux. Et entendre cela de jeunes, parce que bon, quand tu entends un mentor, comme on dit, tu te dis, c'est bon, c'est mon mentor, elle a eu sa génération, peut-être qu'elle a eu d'autres avantages, peut-être qu'elle était beaucoup plus concentrée, elle n'avait pas TikTok à ce moment-là, mais quand tu entends un jeune qui a aussi TikTok comme toi et qui te parle de comment trouver le moyen de t'orienter, de te concentrer, d'impacter, tu te dis, bah, c'est possible de le faire aussi. Et franchement, moi, c'est l'idée des conférences avance justement. Je les lis à mon livre, mais je veux vraiment que les jeunes puissent comprendre que on a la possibilité de réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser parce que, en fait, tout ce que tu as envie de faire réside en toi. Et en fait, c'est en toi que tu dois travailler d'abord. Donc, tu travailles d'abord sur toi, tu t'investis beaucoup, tu te formes, tu travailles sur tes aptitudes. On a beaucoup de défauts, généralement, quand on est jeune, sur lesquels on peut travailler très tôt pour pouvoir les affiner, la ponctualité,
l'honnêteté, l'assiduité, des petites attitudes comme ça qui font qu'à long terme, on peut avoir des résultats. Ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment l'idée de pouvoir dire aux gens, on sort de la comparaison, on ne regarde pas les autres, mais on compétit avec soi-même, avec le nous d'hier. Hier, j'ai appris telle chose. Aujourd'hui, j'apprends quoi pour avancer? Comment je fais pour pouvoir réaliser mes rêves? Peu importe les outils que j'ai devant moi. On a Internet aujourd'hui. Ouais. On est la meilleure génération. Peut-être que ceux qui vont venir, ils vont dire ça aussi. Mais on est la meilleure génération. Et en fait, comment tirer en fait tout ce qui est bien fait de l'IA, du digital, de Google, sans pour autant passer à côté et être plongé dans la distraction parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ouais. En tout cas, je te souhaite d'avoir beaucoup de conférences Merci. dans les grandes écoles et les universités pour parler aux jeunes comme toi. Merci, Parce qu'ils ont besoin d'avoir un visage qui leur ressemble, qui leur parle, qui vit leur réalité, qui vit leur challenge et qui, pour eux, est crédible parce que ce visage est comme eux, en fait. Donc, les écoles, les universités, vous avez Anaïs qui est là. Donc, les dirigeants d'école, Anaïs est là. Même les lycées. Oui. Tu peux aller parler en lycée. Elle peut aller parler dans vos lycées, collèges, présenter son livre et tout parce qu'il est impactant. Il va vous permettre, vous jeunes, de prendre 25 ans d'avance et je pèse mes mots. Le livre, on peut le trouver sur ton site web, c'est ça? Sur mon Et site le web. commander là-dessus. Oui, exactement. C'est- Et être livré par anaïsbrandmanager.com. anaïsbrandmanager.com. N'hésitez pas à acheter ce livre. Et puis, je sais que vous serez très, très, très inspirés. Belle pubo. Tu vois? C'est ça la Manti. Tu as parlé du fait qu'on s'était rencontrés. Comment on s'est rencontrés? On Je s'est me rappelle plus rencontrés trop de la grâce date, des au conditions. programme Ok. AWF. AWF. J'étais Oui. ta mentor. C'est ça. Exactement. On Moi, était je quand vais là? bien expliquer pour que tu Mhm. puisses bien comprendre. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte du pouvoir de la visualisation. Moi, déjà, je te voyais à la télé. Je t'ai vu la première fois à CMidi. Ah, c'est midi, oui, ça Oui. date ce truc. Voilà, c'est la première fois que j'ai vu. J'ai dit qu'il adore, mais dans la tech, ça me plaît. Ça, c'est une Chloé O'Brien. J'aime trop. Franchement, j'aimais trop. Et en fait, après ça, je te suivais sur Twitter. Uh-huh. Et j'ai fait le programme AWF parce que je voulais que tu sois ma mentor. C'était tout. Ah bon? Franchement. Really? Attends, c'est quoi C'était- le web t'intéressait? Oui, c'était que ça. Quand Ah j'ai ouais? vu la première cohorte et puis j'ai vu les mentors, je vois, il y a Edith. Je dis que, mais voilà un programme. Sauf que je me rends compte qu'on ne peut pas choisir son mentor. Bien sûr. Et donc, il faut faire un projet qui est en rapport avec le domaine du mentor. Ouais. Donc, moi, je dis, OK, je vais travailler sur un projet d'application. Ah. Et donc, c'est comme ça, je postule avec le projet d'application, je le pitch et tout. Franchement, Rappelle-moi l'application. c'était une application pour pouvoir géolocaliser les entrepreneurs de proximité, Ok. les plombiers et tout. J'ai même développé l'application récemment, mais on a Un terminé peu la comme database. mon artisan.com. Exactement, un peu Ah comme ouais. Amazon.com, mais plus en application, comme quand on commande les Yongo Ouais, et ouais, tout. ouais. Donc là, on a fini la version première de l'application, on a fini de recenser la plupart des artisans et tout. Donc on est beaucoup plus sur des plombiers, des coiffeurs, des barbiers, des menuisiers et tout. Et en vrai, à ce moment-là, je n'avais pas forcément faire l'application mobile comme formation. Ouais. Donc j'ai fait d'abord 1 an à Simplon, après AWF, pour apprendre à coder, à développer une application mobile. Et donc, au fur et à mesure, en fait, j'ai vu que c'est une application qui demande beaucoup plus de travail, d'énergie. Donc, ça me prend le temps que ça doit prendre, mais je me dis, ça en vaut le coup de travailler là-dessus. Exactement. Du coup, quand j'ai postulé, il y avait une soirée, on devait nous donner la liste des mentors. Et donc, là, on était en 2019, quand on est arrivé sur le campus de l'AEGB. Et donc, du coup, j'attendais la liste. J'étais là. J'ai vu, il y a une autre jeune fille, elle a une application. Je dis, j'espère que c'est pas elle m'a donné mon mentor. Edith. Je suis là, ma maman m'a appelé pour dire, ah, t'as eu ton mentor? J'ai dit, non, pas encore. C'était comme un concours, en fait. Oui, oui. Je dis, non, pas encore. Et le lendemain, on me voit la liste. On me dit, ah, ton mentor, c'est Edith Brou. J'étais trop contente. Ouais. Parce que j'avais visualisé, j'avais fait des captures d'écran, j'avais écrit à mon mentor, ça sera Edith Brou. Mais le pouvoir de la visualisation, hein? Oui, c'est incroyable parce qu'il n'y avait pas forcément de chance que je sois la seule Oui. à qui on donne comme mentor Edith. Uh-huh. Et en fait, eux, ils ne savaient pas. J'ai dit à personne, hein, parce que pas que tu dises, et puis on dit non, toi, éliminé. C'est direct. Donc voilà, j'ai dit à personne et j'attendais qu'on nous attribue les mentors. Et en fait, quand ils ont fait sortir la liste et que j'ai vu à côté de mon nom, Edith, j'ai dit, ah, C'est Dieu gagné. merci, c'est gagné. Et après, on a eu un rendez-vous Ouais. à tes bureaux, on a discuté et tout. J'ai trop aimé l'énergie et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah ouais, c'est fort, hein, mine de rien. C'est que tu as visualisé et puis tu m'as attiré vers toi. Exactement, c'est comme ça que je fais tout. Même mes clients, eux-mêmes, ils ne savent pas. Tu visualises. Oui, et puis j'écris. Et même, ils m'écrivent après. Je ne sais pas comment c'est. Mais c'est ça, en fait, pareil. c'est le pouvoir de la visualisation. En fait, il faut écrire. Il faut dire ce qu'on veut. Il faut le visualiser fort. Il faut le penser fort. Il faut même faire des découpages. Non, Exactement, voilà, c'est ce que je fais. Je vais la rencontrer, je vais le rencontrer. Tant.
Et c'est clair. Et aujourd'hui, j'ai rencontré Madame Angola à Cuba. Oui. Mais depuis toute la semaine, je voulais la rencontrer pour mon livre. Tu vois ça. Et en fait, je faisais que dire. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, mais attends, mais ça, c'est incroyable. J'ai même une cliente qui m'a payé mon plus gros cachet. Quand je l'ai vue sur LinkedIn, je lui ai dit, celle-là, elle est trop belle. Elle doit être ma cliente pour qu'on travaille sur son personal branding. J'ai fait que dire ça, j'ai écrit et elle m'a écrit elle-même. C'est pas vrai. Mais j'étais choquée. Incroyable. Mais je lui ai jamais dit ça. Hein. J'étais dans mon coin, mais je lui ai dit, mais attends. Mais tu vas découvrir, faire le lien et tout. Oui, ah elle ouais. va savoir et tout. Mais franchement, c'était l'une de mes meilleures clientes. Elle m'a appris beaucoup de choses sur les ressources humaines parce qu'elle s'y connaît beaucoup en ressources humaines. Elle m'a appris beaucoup de choses sur l'humain. Franchement, mes clients m'apprennent beaucoup parce que je suis jeune, donc ils me parlent, ils font beaucoup de transmission. Et ça a été mon deuxième plus grand souhait de visualisation qui s'est réalisé en fait. Ouais. Donc tout est La possible. visualisation marche. Ça marche. Moi, j'ai voulu être à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, j'ai été là-bas. J'ai voulu être à la Maison Blanche, j'ai visualisé, j'étais là-bas. Franchement, je pense qu'en tant que jeune, on ne devrait pas négliger le pouvoir d'écrire ce qu'on veut, de travailler aussi pour ça parce que tu ne peux pas que visualiser et rester dans ton lit. Tu es quand même obligé de poser des actions, d'aller à AWF, de postuler, de faire l'interview et tout. C'est un process, mais au moins tu sais que tu auras essayé. Si ça va forcément marcher, tu te dis, bon, ok, j'aurais essayé. Et puis, on laisse Dieu faire le reste. C'est le aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça. C'est matérialisé comme ça. C'est ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Visualise et agis. Anaïs, comment tu étais quand tu avais 8 ans? Elle était comment l'Anaïs de 8 ans, 7 ans? Elle était celle qui est là actuellement? Un peu, mais pas. Maintenant, elle a un peu changé quand même. Ah bon? Un peu. Parce que j'étais beaucoup plus girl boy, dans le sens où j'étais beaucoup plus fille-garçon. C'est ça, garçon manqué, on va dire. Garçon manqué. Et je jouais au football avec les garçons. En fait, je jouais avec les filles souvent, mais beaucoup plus avec les garçons. Les filles t'ennuyaient un peu? Oui, elles n'avaient pas beaucoup d'énergie. Donc, moi, en fait, je vois, à un moment, ils sont fatigués. On entend les autres. Ils avaient beaucoup d'énergie. Donc, du coup, comme j'avais beaucoup d'énergie, j'étais beaucoup avec les garçons. On jouait aux billes, on jouait au ballon. Ma maman a vraiment combattu longtemps pour ça. Arrête de jouer. Elle en avait marre. Elle en avait marre. Mais elle comprenait que c'était parce que j'avais beaucoup d'énergie, en fait. Donc, du coup, que je jouais au football, par exemple, jusqu'à 18h30, on m'appelle la télévision. Ça vraiment, c'était trop triste pour moi, quoi. Okay. T'es devant la télé, t'as même pas d'action à poser, tu subis d'action. Et donc, quand on me dit, regarde la télé, je dis non. La télévision t'ennuyait? Ça m'ennuyait. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de télé chez moi. Ah ouais, t'as pas de télé chez toi? Je ne sais même pas ce que j'aurais dans la télévision. Peut-être si mon époux un jour me dit, il faut une télé. Mais tu n'iras pas des films de ça? De temps en temps, mais. Ça te dit rien? Si ton ordinateur peut-être. Si mon ordi, une fois en passant, des trucs sur YouTube, ce genre de choses. Ouais. Même pour dire, je vais allumer la télé. C'est même pas un réflexe que j'ai. Quand je vais chez les gens qui ont la télé, je regarde même pas la télé, en fait. Parce que j'étais toujours dehors quand j'étais petite. Oui. Je jouais au foot jusqu'au soir. Donc, quand je sors le samedi, c'est gâté. Quand je rentre comme ça, je suis très, très, très pas propre. Maman me dit, mais t'es pas propre. Je dis, combien de garçons, faux truc. Mais en vrai, j'avais beaucoup d'énergie. Et c'est ce que je comprends le plus, c'est que, en fait, quand tu as de l'énergie, tu as envie de le dépenser pour avoir une autre énergie. Donc, je dépensais beaucoup d'énergie. Je me battais avec les garçons, on faisait des histoires. Oui, avec des garçons. Oui. Ouais. Quand on joue, que tu fais un truc qui n'est pas juste, tu dis c'est pas juste, il faut que tu sois juste et tout, on fait la bagarre. Donc, ma maman n'avait pas forcément ce mood-là, en fait. Mais c'était un peu comme ça que j'étais. Mais j'étais beaucoup aussi. J'étudiais beaucoup. Oui. Parce que ma maman aimait l'excellence. En fait, j'étais obligée d'étudier pour pouvoir jouer. Donc, du coup, je bossais beaucoup. Quand j'avais 8 ans, j'étais au CE2. J'étais même au CM2. Au CM2, parce que je n'ai pas fait le CM1. Et donc, du coup, j'étais au CM2, donc je bossais. Et j'ai eu 9 ans dans la même année. C'est là que j'ai eu mon entrée en 6e et tout. J'étais très jeune quand j'étais en 6e, très petite. Tu avais quel âge quand tu rentres en 6e? J'avais 9 ans. Ah ouais. Donc, du coup, ma maman aimait dire, ma maman aimait dire que, mais elle est comme une abeille et tout, qui va prendre son envol. Elle est très petite. On ne me voyait pas en classe, j'étais super petite. Ma maman aime trop l'excellence. Franchement, je trouve que c'est trop. On salue la maman. Voilà, donc du coup, moi, je voulais que la satisfaire pour pouvoir jouer. Oui. Donc, si elle veut que j'ai les bonnes notes, il faut avoir les bonnes notes, tu vas aller jouer. C'était vraiment mon mindset. C'est pas que j'aimais l'école. Je ne suis pas forcément une surdouée qui aimait l'école et tout, possédée par... Il y a des gens qui sont possédés par avoir les 20 sur 20. Moi, c'était pas mon problème. Moi, c'est le moment où tu dis, tu veux combien? Elle dit 15. 15. Je te donne. Je te donne. Et moi, je peux aller jouer, je peux aller faire ce que je veux. Et c'est vraiment, en fait, ça qui a fait que j'étais vraiment réactif à l'école parce que ma maman, quand elle venait prendre les bulletins, on dit, ta fille, elle participe bien en classe. Hein. Elle fait ça juste pour qu'elle puisse être contente, pour dire, aujourd'hui, va jouer. Ouais. Tout simplement. Et le système de récompense marche très bien parce que jusqu'à aujourd'hui, hein, quand je finis d'accomplir un projet, je m'assois dans un glacier, je prends une glace, je suis contente. La dopamine, tu vois. C'est vraiment la dopamine, tu vois. Ou bien je vais regarder un film Netflix, je me dis, bon, ok, j'ai une série que je dois regarder, mais quand je vais finir ce projet, je vais regarder la série jusqu'au soir. Et donc, c'est vraiment le côté récompense qu'elle faisait. Quand tu as un bon résultat, tu peux jouer. Et tu peux jouer jusqu'au soir sans qu'on puisse te parler. Donc, je faisais tout pour finir vite, avoir mon bac vite, pour qu'elle me lâche un peu les baskets et que je puisse être beaucoup plus libre. C'est pour ça que j'étais un peu plus à l'école que d'habitude, mais j'étais un peu un petit garçon. Et elle t'a effectivement lâché quand tu as eu le bac? Oui.
Elle m'a lâché vite. Elle m'a lâché. Elle a vu que j'avais compris et tout. Parce que les parents, généralement, ils veulent des résultats. Ils sont inquiets parce qu'ils veulent qu'on puisse produire des résultats. C'est pas parce qu'ils veulent nous mettre de la pression. Et donc, ma maman, par exemple, elle n'a pas forcément eu le bac. Hein. Elle était encore au secondaire quand elle a arrêté. En seconde. Du coup, quand je suis arrivée en seconde, elle ne comprenait plus mes exercices. Et j'étais contente. J'ai dit, bah, OK. Elle ne pouvait plus te Je surveiller. peux me surveiller. Je peux faire ce que je veux maintenant. Et franchement, je partais vite, juste pour pouvoir me laisser un peu vivre ma vie. Et donc, en terminale, quand j'ai eu le bac, elle était super contente. Et elle a vu, bon, qu'on peut te faire confiance maintenant, va faire ce que tu as envie de faire. Et cette liberté-là a fait que j'ai pu tester beaucoup de choses. Hein. J'ai pu faire de l'interprétariat, je faisais la traduction au début. Okay. Quand j'ai eu le bac, après, je suis allée faire l'INSAC. Donc, j'ai fait management culturel. INSAC, Il y a une filière animation culturelle et management. J'ai fait ça d'abord. Mais j'ai jamais eu, comme j'ai dit, de challenge pour choisir quelque chose que j'avais envie de faire. Quand je veux faire un truc, ma maman dit, OK, je te fais confiance, va faire. Et on voit des résultats. Ouais. C'est juste ça. Et donc, du coup, comme par exemple, j'ai eu mon mentor comme mon mentor, elle était fière. Elle dit, voilà, c'est bien, tu sais, on voit les résultats. Voilà, ce que tu veux faire, tu peux avoir les résultats. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, elle me fait confiance pour les résultats, quoi. Même si on lui dit, mais ta fille doit être à fonction publique pour pouvoir avoir un avenir assuré. Elle dit, celle-là, ce qu'elle fait, elle sait qu'elle aura des résultats. Donc, laissez-la continuer. Elle va même te dire, par exemple, pourquoi tu démissionnes, pourquoi. Elle se dit que tu es consciente de ce que tu as envie de faire. Et il n'y a eu aucun moment où elle s'est sentie peut-être déçue de ce que tu as eu à prendre comme initiative. Donc, elle se dit, bah, je te fais confiance. Et s'il y a un problème, il faut m'en parler. Et puis, on essaie de le résoudre ensemble. Tu parles beaucoup de ta mère. C'est elle qui t'a élevé seule. Exactement. J'ai grandi avec un seul parent. Donc, c'est vraiment une éducation monoparentale, un peu stricte et tout. Et mon papa, j'ai parlé avec lui après mon bac. Hein, je pense que c'est après mon bac que j'ai développé une relation avec mon papa parce qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il est toujours pas en Côte d'Ivoire, il est au UK, en Angleterre. Et donc, du coup, on parlait au téléphone de temps en temps. Quand j'étais petite, on se parlait, bonjour, ça va. Mais après mon bac, franchement, c'est devenu mon meilleur pote. On se fait des gbérés au téléphone, ça va. On discute 2-3 heures. Franchement, mais je veux dire, mes parents, les deux, il n'y a aucun qui a été challengeant pour mon avenir. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des parents qui veulent souvent que leur enfant puisse faire certaines choses. Ils veulent décider pour leur enfant. Mettre la pression. Voilà, qui ont des pressions. Mais moi, mes parents, franchement, aucune pression. Mon papa, quand il me parle de « Ah, OK, il faut investir en bourse. Il faut faire cela. » Bien, voilà, il te donne des conseils. Salut le papa. Oui, il faut investir en bourse. Moi, je lui parle de ça. Ah, merci. D'accord. Depuis que j'ai 20 ans, en tout cas, il me parle de ça. Bah, écoute, investir en bourse, il faut faire ton épargne, travaille sur ceci, cela. Franchement, j'ai des conseils. C'est pas de ne fais pas ça et tout. Quand il a vu mon livre, il était super fier. Bravo, j'ai vu le livre et tout. Franchement, j'ai pas des parents qui sont challengeants. Et pour moi, c'est une grâce. Parce que ça fait que je peux tester tout ce que j'ai envie de faire. Je peux aller aujourd'hui au Bénin. Je dis au Bénin, OK, vas-y. Ah, ils sont bien, voilà. Ils sont cool, hein, tes parents. Oui, pas de problème. Bonne, tu arrives à quelle heure? OK. Ah non, pourquoi? Franchement, j'ai pas eu ça. Et quand tu dis que ta mère t'a laissé, après le bac, faire ce que tu voulais, est-ce que ça veut dire que tu as quitté la maison tôt? Tu as quitté la maison? Oui, j'ai quitté la maison très tôt. À quel âge? À 18 ans. Hein. Quand tu as eu le bac? Quand j'ai eu le bac, j'étais encore chez ma maman, mais j'ai fait 1 an et demi, 2 ans. À 18 ans, j'étais chez moi déjà. Tu étais dans ton appartement? Oui. Attends, elle a payé ta caution, tout ça là? Elle a payé la caution. Et moi, je payais le loyer par mois, mais elle a payé la caution. Moi, elle aime beaucoup faire les tontines. Donc, elle a fait une tontine là. Quand elle l'a vu, elle a payé la caution. Parce que ça, c'est rare? Oui, c'est très rare. Mais en vrai, maman était très loin de mon établissement. Elle était à Beaunois. Moi, je quittais Beaunois pour aller à l'université tous les jours. Et je rentrais tous les soirs, très tard, à 22h, au rond-point de Beaunois, le masque de Beaunois, là, tu le vois tard comme ça. Donc, à un moment, elle a dit, bon, tu vas venir à Cocody, tu vas rester ici et puis tu pourras faire tes cours. Parce que quelque part, quand on voit les enfants aussi en France, c'est pareil. Ils vont très tôt et puis ils sont dans des appartements. Donc, elle, c'est vraiment sa mentalité, quoi. Trouver le moyen que tu sois le plus épanoui possible pour avoir plus de résultats. Elle te demande beaucoup. Donc, il faut que tu aies le cadre pour ça. Donc, du coup, elle a créé le cadre. Et puis, j'ai pris mon appartement. J'avais commencé à faire du branding. Donc, les petits 25 000, 50 000, on me donnait. Franchement, c'était beaucoup pour moi. Hein. Je payais mon loyer. Après, j'avais l'argent encore en plus. Et je vendais des produits en ligne. J'ai fait de l'e-commerce. Je vendais des montres, des trucs comme ça en ligne. Franchement, ça allait, quoi. Ton loyer, c'était combien? 70 000, hein, sans pression. C'était un studio? Oui, un studio. Voilà, sans pression. Ça allait, franchement, j'ai pas eu de problème. Donc, tu vivais déjà à 20 ans, 21 ans? J'étais déjà seule. Ça se passait super bien. Tu n'avais pas peur? Chien. Non. Personnellement, je suis extravertie, mais j'aime bien keep mon énergie. J'aime bien garder l'énergie, être dans un espace calme, ne pas avoir à parler avec quelqu'un et tout. Donc, quand je rentre chez moi, il n'y a personne, je suis contente. Je peux respirer, je peux lire, je peux prier. Et pour moi, c'est la meilleure chose.
peut-être que je vais me marier, ça va changer, mais pour le moment, j'ai pas envie de vivre avec d'autres personnes. Et quand je suis allée aux États-Unis, j'ai compris que c'était pas pour moi de vivre avec les gens. Oui. Parce que j'étais avec d'autres personnes. Souvent, t'as pas envie de parler, Oui. il faut que tu parles. Souvent, tu as envie de te concentrer. Franchement, il y a trop de choses. Mais je trouve que mes parents sont très flexibles. Il n'y a jamais eu de moment, ah non, tu vas aller toi seul, tu vas faire quoi? Il y aura les garçons. Franchement, non, pas du tout. Il te faisait confiance dès le Oui, départ. franchement, elle a vraiment eu confiance en moi. Même mon papa, quand je lui ai dit, il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vas faire ça? Comment tu vas gérer? Je lui ai demandé l'argent. Ah, ouais, mon argent, pardon, pour faire ceci. Mais en vrai, ils n'ont pas été sous mon dos pour me surveiller. Il n'y a jamais eu de moment comme ça. Mes tantes, par contre, elles étaient en mode, ah, une fille, elle va vivre seule et tout. Oui, ça, c'est beaucoup de parents. Voilà. Mais c'est une fille. Comment elle va aller vivre seule dans son appartement? Elle a 20 C'est ans. ça, c'est ça. Mais non, 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 non. Tu quittes pas chez moi tant que tu n'es pas mariée. C'est ça, exactement. Mais tant t'as quelqu'un qui parlait, maman lui a dit, mais ta fille aux États-Unis, non? Elle s'est rendue compte que c'était vraiment la même chose finalement. Elle dit, mais c'est un autre pays. Mais en fait, elle a relativisé. Et en fait, c'est encore plus grave parce qu'elle est seule dans un autre pays. Et si elle est malade, tu peux même pas aller la soigner. Pourtant, moi, ma fille, elle est à 30 minutes, je peux aller la voir. Ben oui. Et donc, du coup, ça a permis à la tata de relativiser, de se dire que, bon, oui, quelque part, c'est ça. Mais bon, qu'elle n'aurait pas fait comme ça. Ma maman, franchement, elle n'est pas dans le mimétisme des autres mamans. Ouais. Parce qu'elle a envie de faire, si tu as envie de faire, qu'elle comprend que ça a du sens, elle te dit, OK, voilà ce que je veux comme condition. Est-ce que tu peux respecter ça? OK, il n'y a pas de problème. C'est bien de pouvoir donner de l'autonomie à ses enfants, de leur faire confiance. C'est ça. Parce que mettre en place une relation de confiance avec son enfant, c'est important. Ça lui donne des ailes pour avancer, Exactement. d'essayer, d'apprendre qu'on peut faire des fautes, des erreurs, et puis avancer, se relever, en fait. Oui, et ça puis donne après, plus de motivation. C'est ça, c'est vrai, ça compte beaucoup. Et on ne se rend pas compte, mais les parents nous font confiance uniquement quand on apprend à leur faire confiance aussi. Parce que souvent, quand on est jeune, on veut que les parents nous fassent confiance. On a vraiment beaucoup d'énergie. Hein. Laisse-moi vivre ma vie et tout. Mais un parent, pour te faire confiance, il faut qu'il puisse avoir accès à beaucoup de données. Oui. C'est comme un ordinateur, c'est des data. Il a besoin d'avoir des data pour pouvoir les traiter. Ouais. S'il n'a aucune data, il peut te faire confiance. Ouais. Et donc, du coup, ma maman, par exemple, tout ce que je dois faire, je parle avec elle chaque soir. C'est vraiment ma database. Même si aujourd'hui j'ai Alzheimer, elle peut me dire tout ce que je dois faire demain, hier. Elle sait tout. Elle connaît mon moteur Edit. Franchement, même quand elle a pas sur Facebook, tu vois ton moteur Edit qui est là. Je veux dire, elle sait tout, tu vois. Elle dit que ton moteur, j'aime trop, c'est là que ça a bien poussé. Franchement, elle sait vraiment tout. Et donc, du coup, ça fait qu'elle a la capacité de déléguer facilement, de dire, va faire. Parce que j'ai appris à lui faire confiance, à lui dire, même quand c'est compliqué, maman, voilà ce qui ne va pas, voilà le problème. Et ça fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas peur de dire, bon, ok, je te fais confiance. Et donc, la confiance est mutuelle. À tous les adolescents, les jeunes, si vous voulez qu'on puisse vous faire confiance, apprenez à faire confiance aussi à vos parents et à leur parler. C'est pas forcément facile de parler avec les parents africains, mais parler, c'est important. Donnez l'information. Je vais ici, je serai à telle heure, je reviens à tel moment, je vais voir telle personne pour tel type de cadre et respectez ce que vous allez dire aux parents. Une fois qu'ils voient qu'une fois, 2 fois, 3 fois, vous respectez, ils lâchent prise. Parce que même ils ont leur vie à mener. Donc, on va être sur votre vie tous les jours. Il parle à mon fils, David. Mon aîné, mon fils aîné. Je vais te poser... c'est une balle. Une balle. Ça, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais le faire avec toi. Tu es jeune, tu vois. C'est un peu plus free et tout ça. C'est des questions, tu choisis une réponse. D'accord. OK. Influence ou impact? Impact. Impact? OK. Pourquoi? Parce que quand tu impactes, tu as des résultats plus facilement. Les gens, ils n'oublient pas. Mais quand tu influences, c'est comme de l'intercelle, ça va disparaître à un moment. Ouais. Parce que c'est comme des feux d'artifice, ça influence, boum, boum, à un moment, ça part. Pourtant, l'impact, les gens n'oublient pas comment tu as impacté leur vie. Ils vont dire, cette personne-là, grâce à elle aujourd'hui, j'ai pu faire ça, j'ai pu poser le pas pour une action. Et pour moi, l'impact, c'est important. Stratégie ou intuition? Intuition, malheureusement. Malheureusement. Mon DG, pardon. Intuition. Il aime dire on ne travaille pas à l'intuition. Mais... pardon, DG Alpha, pardon. Intuition, parce que mon intuition ne me trompe jamais. Ouais. Et en fait, ça dépend de quelle intuition. Si toi, tu sais que ton intuition te trompe tout le temps, il ne faut pas faire. Mais moi, mon intuition ne me trompe jamais. Quand je me dis, ça, là, voilà comment on va faire ça. On a beau faire une stratégie, on a beau faire un calendrier. Quand on fait comme on devait faire avec l'intuition, ça fait le baume que ça doit faire. Et donc, du coup, je suis vraiment sur l'intuition. Mais comme les clients demandent des KPI, il faut faire la stratégie quand même. Ouais. Mais tu mets l'intuition dans la stratégie. Une bonne dose d'intuition. Une bonne dose d'intuition, en tout cas. Argent ou liberté? Argent, hein. Quelle liberté je vais avoir sans argent? Oh, argent. Même quand tu es en prison, que tu as l'argent, même tu peux être libre.
Argent, Uh-huh. argent. Je vais dire argent, Argent. parce que tu peux voyager. Argent. Non, ça dépend. Liberté, là. Je vais être libre et puis j'ai pas l'argent pour faire quoi que ce soit. Non, je préfère avoir de l'argent. Money. Money is important. Cash. Notoriété ou crédibilité? Crédibilité. Pour moi, ça rejoint l'argent aussi. Hein. Quand tu es crédible, on peut te payer pour ton expertise et tout. Mais on te connaît et tout, bah, ça compte pas forcément. Donc, je pense que la crédibilité, c'est bien. Qu'on puisse se reposer sur toi, te faire confiance, te relayer, parce que tu ne dupes pas les gens. Quand tu peux, tu dis je peux. Quand tu peux pas, tu dis je peux pas. Moi, par exemple, j'ai eu des clients qui sont venus vers moi. Je leur ai dit ça, je peux pas faire. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. Je peux pas. J'ai pas envie de... L'honnêteté. Oui, c'est très important. Parce que après, tout le monde se connaît. Et finalement, on va dire, toi, Edith, ta métier là, elle a fait un truc. J'ai même pas envie d'entendre un truc comme ça, franchement. Ah, moi, il peut entendre ça. Non, donc quand je peux pas, je dis, je peux pas. Quand je peux aussi, je fais de mon mieux, j'essaie d'évaluer les résultats. Mais franchement, la crédibilité, c'est le plus important. Le plus grand mensonge du digital pour toi, c'est quoi? Avant-hier, j'en parlais. Mais pour moi, le plus grand mensonge digital, c'est qu'on peut supprimer tout ce qu'on fait. Ouais. Genre, par exemple, tu écris un message, tu supprimes. Genre, il y a la confidentialité, il y a le bout à bout. Moi, pour moi, ça n'existe pas, c'est faux. Ouais. Je trouve que c'est tellement faux. Mais on le voit avec l'affaire Epstein. Hein? Exactement. Les emails et autres. C'était le débat avant-hier parce que on pense que tout est protégé, on peut supprimer les mails, tout est protégé. Il n'y a pas de confidentialité. Ce que tu ne peux pas faire dans la vraie vie, ne le fais pas sur ton téléphone. Parce qu'un jour, ça va te rattraper. C'est mieux de ne pas faire. Ouais. Je ne sais pas comment dire. Les gens, il y a eu beaucoup de trucs de cyberharcèlement sur les nudes et tout. Parce que les nudes sortent forcément de quelque part. Quand on est jeune, on se dit ça va disparaître, ça ne va pas disparaître. Internet garde tout. Internet, ce n'est pas un humain qui va mourir, c'est une machine. Ouais. Et donc, je pense que c'est l'un des plus grands mensonges, la confidentialité, les politiques de confidentialité, ça n'existe pas pour moi. Un gros mensonge, la politique de confidentialité. Ton plus grand rêve inavoué? Mon plus grand rêve inavoué. Je n'ai pas déjà tout avoué mes rêves par hasard, mais inavoué. Peut-être faire 11 enfants, avoir une grande famille, rester chez moi. Franchement, ça... 11! J'adore les grandes familles. Je veux faire une télé-réalité. Parce que tu es fille unique? Non, j'ai 7 petits frères et sœurs. Ah ouais, quand même. On n'a pas tous vécu ensemble, mais moi, j'aime bien les grandes familles black américaines à table, à Thanksgiving. Et puis, on te demande, toi, tu as quel niveau? Tu fais quoi? Ça me plaît. Et j'ai pas envie d'être une femme. Ça, c'est vraiment un rêve inavoué. Une femme qui va au travail du matin au soir. Je veux rester à la maison. Je travaille à la maison. Les enfants sont là. Je finis de parler avec eux. Je continue mon travail. Je gère mon business depuis la maison. Ça, je sais que c'est pas forcément réalisable, 11 enfants, mais... Mais ça sort de ton corps, hein? Oui. Je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, ça, c'est un rêve pour moi. Bon, tu peux adopter aussi. Oui, peut-être. La famille, pour moi, c'est très important. Pour moi, la famille, c'est le socle de tout humain. Ouais. Quand quelqu'un n'a pas de cercle familial, c'est très compliqué de se développer. Donc, tu auras beau rêver d'impacter les autres, de pouvoir avoir de l'impact sur quelqu'un dehors, mais si toi-même, ton cercle familial n'est pas forcément bien construit, finalement, tu n'arrives pas à être quelqu'un de complet. D'équilibré. Voilà, d'équilibré. Moi, ma famille a vraiment tout fait pour moi. Mes tatas autour de moi quand j'étais plus jeune, ma maman, elles ont été en fait mon support system. C'est elles qui m'ont donné tout ce qui est self-esteem, confiance en moi. C'est elles qui m'ont dit, tu es très intelligente, franchement, tu es très bien. Et en fait, pour moi, la famille, c'est vraiment le plus important. Quand quelqu'un arrive à être équilibré avec sa famille, il peut facilement avoir de l'impact au travail, dans la société, avoir une bonne communauté. Et c'est pour ça qu'il faut encore protéger le cercle familial. Il faut protéger, même quand par exemple on a une famille recomposée, c'est encore une façon encore de créer un beau lien avec la famille. Donc pour moi, c'est très important. La famille. Avoir une grande famille. Oui, avoir une grande famille. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi le chiffre 11, mais il y a forcément un but derrière. Oui. Mais en tout cas, je te souhaite d'atteindre cet objectif. Merci. Ne regardez pas cette partie de la vidéo. Je suis une fille bien et voilà. Ne considérez pas ça les prochains prétendants. Non. Je serai la tata de 11 nouveaux neveux. Oui. La dernière question de cette partie. Si tu échoues demain, que fais-tu dans ton objectif actuel? Je vais faire autre chose. Moi, franchement, je ne suis pas du genre à penser carriériste, genre, tu es né, tu vas être près de moi, tu vas mourir pendant... Non. Comme mourir au travail. Voilà, non. Moi, pour moi, si je commence un domaine, j'échoue dedans, je vais faire un autre domaine. Si j'échoue, je vais faire un autre domaine. Je vais tester tous les domaines. En fait, comme la vie, ce n'est pas les jeux vidéo, comme tu aimes dire, il n'y a pas de deuxième chance. Si tu as échoué, tu ne vas pas rester là pour te coucher, pleurer. Ouais. Moi, je compte reprendre et faire autre chose. Et dans mon livre même, j'en parlais, se réinventer, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui ont fait l'entrepreneuriat, mais ils sont allés faire autre chose. Ouais. Parce que tu ne peux pas rester là à pleurer, en fait. Donc, pour moi,
si j'échoue aujourd'hui dans le branding, et j'aime bien dire aux gens, je vais aller faire autre chose, c'est juste que je vais réussir là-bas. Ça marche pas, je vais aller faire autre chose encore. D'ailleurs, même j'écris, voilà. Donc, je peux devenir auteur, vite fait. C'est tout. Si après auteur, on dit, OK, ça marche pas, c'est devenu has-been. Je peux aller faire les vidéos, je peux aller dessiner. Je sais pas comment dire, mais je pense qu'on a beaucoup de potentiel. Et en fait, se mettre dans un seul carré, ça marche pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça marche très bien. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de tester beaucoup de choses. Et puis, leur success story va arriver dans un autre domaine dans lequel ils ne savent même pas. Ouais. Donc, pour moi, l'échec, c'est pour recommencer quoi, et puis faire autre chose. Tu avances tout simplement. Tu te relèves, tu avances. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait pleurer par-dessus tout? Qui me fait pleurer. Qui te touche particulièrement à te faire pleurer? Je ne suis pas très émotionnelle. Ah, je n'ai pas très émotive. Ah bon, hein? C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas très émotive. Même quand on me fait des anniversaires surprises, je fais comme si j'ai envie de pleurer, mais je n'ai pas envie de pleurer. Khalil, il rigole. Tu as dit que je suis humoriste. Donc, je fais le truc. Mais je n'ai pas envie de pleurer. Désolée à mes amis. Je sais qu'ils ne vont pas tous regarder le podcast, mais désolée, ne regardez pas toutes ces parties-là. Ah ouais? Je n'ai pas envie de pleurer, en fait. Je ne sais pas ce qui arrive à me faire pleurer. En fait, souvent, je m'assois et puis je me dis, il faut que je pleure un peu. Tellement que je ne pleure pas. Ah bon, hein? Et donc, je vais regarder les vidéos des soldats américains qui reviennent. Ça me fait pleurer. C'est ça qui me fait pleurer. Ou bien, il y a Zach, il fait des dons aux États-Unis et tout à des gens dans Zach, la c'est rue. qui? C'est un gars canadien qui fait des dons aux gens dans la rue. Et en fait, je vais écouter ses vidéos pour pleurer. Voilà. Mais en fait, il n'y a rien qui me fait pleurer. Et même souvent, je me force à pleurer parce que tu es dans une situation, tu vois, que tu lui parles, la personne pleure. Moi aussi, je pleure. Je dis, c'est trop facile. Quand tu vas pleurer, on m'a dit que tu devais pleurer. Donc, moi aussi, je pleure. Non, mais bon, je veux dire, peut-être que tu as des personnes que tu admirais, qui sont décédées et tout. Tu pleures même pas, même. Même au funérail de ma grand-mère, je l'aime de tout mon cœur, je n'ai pas pleuré. Ouais. Et en fait, ça m'a pris peut-être 1 an et demi pour me rendre compte qu'elle n'était pas là. Et j'ai commencé à pleurer genre, après 1 an. T'as une chanson est passée à ce moment-là, ou bien, en tout cas... Je ne suis pas émotive, je suis pas... Je ressens les choses, mais je tu ne les n'exprimes pas extériorise ça, pas. Exactement. Et donc, par exemple, même si je vois quelque chose, par exemple, l'automne s'est marié, je suis super contente, mais je n'arrive pas à exprimer. Si, ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite dans l'immédiat que tu exprimes l'émotion. Voilà. Peut-être 1 an plus tard, ça va ressortir comme ça. Ah, tu es une dure à cuire, hein? Bon, je ne sais pas si c'est dur à cuire. Peut-être que c'est un trauma. Peut-être les thérapeutes pourront dire que c'est un trauma, mais je n'arrive pas à exprimer les choses, même la colère. C'est-à-dire que je suis très rarement en colère. Parce que quand je suis colérique, je le ressors pas. C'est après 1 an, j'ai dit, mais attends, lui, il m'a fait un truc. Il m'a mal parlé. Ça m'a fait vraiment très mal. Donc, c'est un retardement peut-être qui me fait beaucoup de bien parce que ça fait que j'ai beaucoup de gestion de mes émotions. Quand je suis au travail, quand un truc m'énerve, genre, je rigole, je passe à autre chose rapidement, très rapidement. Et je pleure rarement. Même dans les funérailles, des gens qui me truquent, je pleure pas. Je sais pas, je pense, je relativise et puis après, ça me fait mal. Mais sur le coup... Ça te dit rien. Ah ouais, respect. Est-ce que tu actuellement, avec le personal branding que tu gères, les clients avec lesquels tu travailles et tout, le digital, est-ce que financièrement, tu es à l'aise financièrement? Oui, je ne veux pas mentir. Je ne suis pas encore arrivée à là où je veux arriver financièrement, ça c'est clair. Mais toutes les activités que je fais dans le digital m'ont toujours rapporté plus que j'espérais. Et puis, j'ai pas de charge, hein? Si, je vis seule. C'est une charge. C'est une charge, je vis seule. Oui. À Abidjan, ici, en Côte d'Ivoire. Abidjan, mon qui coûte cher. Ça coûte très cher. Ah bon, tu es les seule en plus. Les factures. Waouh. Tu dépenses courant. Courant, c'est beaucoup. Tu n'as pas la télé. Et facture de ChatGPT quand tu dois payer l'abonnement, facture de iCloud, facture de... Tout ça, c'est les factures, hein. Les petites factures des applications que tu prends en premium. Mais est-ce que tu sors beaucoup? Je ne sors pas beaucoup, par contre. Voilà. Tu es casanière comme moi? Voilà, je ne suis pas du genre à aller dans les fêtes. Franchement, mon argent ne finit pas dans fêtes, dans sacs, dans habits. Ça finit en quoi? Peut-être les glaces, des petites choses qui ne sont pas chères. Ou bien les trucs de la tech, des montres tech, des casques. Franchement, je peux mettre beaucoup dans les casques et tout. Mais je suis quelqu'un... Je ne connais pas forcément la notion de luxe pour le moment. Je dis Dieu merci. Non, exemple, Dieu, mais c'est mieux comme ça. Faut pas t'embrayer pour ça. Je n'ai pas encore ça, en tout cas. Quand il y a un nouveau sac, ça ne me dit vraiment rien. Voilà, les robes chères que je vois... Je ne sais pas comment dire. Et puis après, ça passe, après, ça se déteint. Je n'ai pas encore d'énergie féminine, j'ai dire ça, mais bon. Non, même pas. Je ne dépense pas. En tout cas, je ne suis pas très dépensière, ce qui fait que j'arrive à keep beaucoup. Et puis, j'ai trop aussi de projets, ce qui fait que je keep pour remettre dans d'autres projets. Donc, du coup, à un moment, ça peut être beaucoup plus. Mais techniquement, pour ce que je fais aujourd'hui, je trouve que c'est bien, c'est moyen. Et puis, ça permet d'épargner et de pouvoir faire ce que tu as envie de faire, de pouvoir surtout voyager. Parce qu'un travail que tu fais, à la fin de la journée, tu ne peux pas même payer un billet pour aller quelque part. Pour moi, c'est
c'est comme une prison, tu es enfermé. Mais toute chose à son temps, au début, on me payait pas forcément bien. Au début, là, j'apprenais. Donc, c'était les petits 25 000, 50 000. J'étais super contente, j'étais encore chez ma maman. Mais au fur et à mesure que tu rentres dans le monde et que tu as envie de te déplacer, tu dois payer le Yongo. Là, à ce moment-là, tu te rends compte que, bon, même si on te paye bien, là, l'argent, ça ne suffit pas. Ouais. Ça suffit pas. Donc, il faut faire des projets. J'ai des produits digitaux que je mets en vente qui font que, par exemple, c'est vraiment une sorte de passive income qui fait que j'ai de l'argent à côté. Même quand j'ai des challenges, ça rentre facilement. J'ai des projets, j'ai mon livre. Souvent, je suis là, acheter mon livre, je dis, ah, top, un peu d'argent dans la boîte. Ouais. Donc, en vrai, le digital, pour moi, c'est vraiment mon compte bancaire. Je ne sais pas comment dire ça. Même si j'ai 0 francs aujourd'hui, demain, je peux faire un truc où je peux avoir peut-être 20 000, 30 000 juste avec mon téléphone portable. Ouais. Et ça, c'est une opportunité que tous les jeunes devraient pouvoir saisir. On peut tous monétiser nos talents via le digital. Donc, je me dis, ça vient avec le temps, les fortunes, mais je sais que je serai une grande fortune. Je vais revenir sur le podcast bientôt pour parler de mes fortunes. Pour le moment, chaque fois, son temps, je suis vraiment le processus et ça va quand même. Et tu vas revenir pour témoigner. Oui. Et tu vas venir à ce moment-là avec mon cadeau. À la hauteur de ta fortune. Oui, exactement. Voilà, c'est acté et c'est dit ici. Le pouvoir de la visualisation. Avant, dernière question, est-ce que tu penses que ta génération, la jeunesse ivoirienne et africaine, comprend réellement le pouvoir du digital quand tu les observes, ta génération? Non. Non, pas du tout. Je trouve que notre génération ne comprend pas le potentiel derrière Internet. Et je le parle avec beaucoup de tristesse, même si je ne vais pas sur mon temps de pleurer, mais beaucoup de tristesse. Parce que moi-même, encore Anaïs, j'exploite 40% de ce que je pourrais exploiter du digital aujourd'hui. Je veux dire, avec tout ce que je fais, mon travail, je veux dire même mon travail dedans, mes produits digitaux, mon livre, mes événements en ligne, j'exploite 40% d'Internet. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre génération ne se rend pas compte du potentiel qu'est Internet. Ouais. Et c'est trop triste parce que si on se rend compte un peu plus et qu'on fait un peu plus d'efforts pour ne pas consommer mais produire des choses, on aura la capacité d'être indépendant financièrement très tôt. Très, très tôt. Et je ne parle même pas des produits digitaux, je parle de même vendre son talent en ligne. C'est-à-dire que tu vas forcément faire de l'e-commerce, de vendre des choses, des sacs sur TikTok et tout, mais le seul talent que tu arrives à montrer sur Internet peut te donner de l'argent parce que des gens vont vouloir t'embaucher de partout le monde. Et en fait, on ne se rend pas encore compte, mais c'est vraiment des podcasts comme ça qui peuvent permettre aux gens de se dire que pour moi, c'est possible d'approcher telle personne parce qu'il y a Internet. C'est possible de pouvoir avoir telle opportunité financière, telle opportunité de bourse, telle opportunité de financement de mes projets à cause d'Internet. Aujourd'hui, il y a des fondations qui financent des jeunes. Les jeunes ne se rendent pas compte que c'est grâce à Internet que tu peux postuler, par exemple. Et donc, on est vraiment dans la posture de consommation, la posture d'attente. Il faut que le gouvernement fasse ça, il faut que l'État fasse ça, alors que en fait, 30 ans avant, les gens n'auraient pas pu développer ce qu'on peut développer aujourd'hui grâce à nos capacités. Et quand je dis capacité, souvent on pense à informatique, à développeur. Souvent, ce n'est pas que ça. Même savoir vendre des choses, c'est une capacité. Même savoir parler, c'est une capacité qui peut être vendue sur Internet. Franchement, je trouve qu'on n'exploite pas forcément Internet. Et on devrait le faire. Et si on s'assoit pour faire un peu plus de recherche, qu'on passe peut-être 90 minutes chaque jour à rechercher comment trouver ou faire de l'argent via mon talent avec Internet, ça sera explosif, quoi. Ça sera dingue. Vraiment, ça va péter. Et pour que ça pète dans votre vie, dans le bon sens, il faut que vous suiviez les lives TikTok d'Anaïs. Oui. Les soirs, vous vous abonnez donc à son compte TikTok. C'est Anaïs, Yes, Brand Manager. Brand Manager sur TikTok. Vous la suivez. Elle fait des lives le soir où elle reprend vos questions, vous les jeunes, pour que ça puisse vous parler, pour que vous ayez des techniques pour pouvoir monétiser votre présence de façon saine sur les réseaux sociaux parce que c'est votre café cacao. Voilà. Nous, on n'avait pas ça avant, on a découvert ça après. C'est ce qui nous fait vivre aussi. Donc, vous aussi, c'est votre café cacao. Et elle, Anaïs, elle a les techniques pour ça. Elle n'a pas d'émotion. Elle y va droit. Droit au but, elle visualise et elle obtient ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Et parlons de ce que tu sais et ce que tu veux dans la vie. Pour terminer, comment tu te projettes? Parce que là, tu as un quart de siècle. Le prochain quart de siècle va arriver. On va laisser les autres d'abord. Pour le prochain quart de siècle d'Anaïs, comment tu te vois? Qui sera Anaïs dans un quart de siècle plus tard? Je pense que la Anaïs, dans un quart de siècle, ça sera une femme qui a appris beaucoup
parce que je pense que tous les jours, on apprend et c'est le fait d'apprendre tous les jours qui fait qu'on peut développer ses compétences et les mettre au service. Donc, il a appris beaucoup parce que j'ai que 25 ans, je n'ai pas encore appris beaucoup de choses. Je ne sais rien du tout. Hein. Tu es jeune. Oui, je suis jeune. Parce que quand j'avais 15 ans, je pensais que je savais, mais je ne sais rien du tout. Et en fait, ce sera beaucoup plus une femme accomplie qui va avoir beaucoup d'expérience et qui aura, pourquoi pas, une multinationale dans le domaine de la tech, parce qu'on sera dans l'IA et tout, et je me vois bien avoir une multinationale qui me produit de l'argent parce qu'il y a des solutions IA qu'on va développer. Oui, tu as la tenue d'une CEO de la tech de la Silicon Valley. Amen, amen. Je suis allée visiter là-bas pour le visualiser. power dressing, là, c'est ce power dressing. Là. Merci beaucoup, Mentor. Et donc, franchement, c'est dans un quart de siècle, c'est vraiment ça. Avoir une multinationale, mettre des solutions Internet qui sont viables et fiables pour la communauté. Donc, déjà, la communauté africaine, peut-être pourquoi pas l'international. Avoir à développer peut-être beaucoup plus de talents parce que je me dis que en tant qu'agence, on peut développer encore des talents. Et donc, je pense que dans un quart de siècle, j'aurai développé le maximum de talents. Je serai idéalement mariée, voilà, avec les enfants. Les 11. Voilà, avec les 11 enfants. Mais si je n'ai pas eu, c'est pas grave. Je peux faire si tu n'es pas d'accord, quoi. Mais en vrai, professionnellement parlant, je me vois ayant appris encore plus de choses, ayant rencontré encore plus de personnes, ayant voyagé encore plus et puis ayant développé des solutions financières à forte durée. Voilà, parce que pour moi, l'héritage, c'est important de laisser un héritage communautaire, mais un héritage financier aussi. Voilà, être une personne à fort héritage, avec une bonne fortune qui vient d'un domaine qu'on peut tous voir. Par exemple, travailler à exécuter des drones, travailler sur tout ce qui est AI. Pour moi, c'est des fortunes qu'on peut développer. Et donc, c'est comme ça que je me vois. Et surtout, toujours aussi jovial, avec autant d'énergie et puis beaucoup de bienveillance. Et de la bonne humeur. De la bonne humeur. Et de l'humour. Et de l'humour, toujours. J'ai bien rigolé. En tout cas, je ne savais pas aussi, ayant aussi ce fort brin d'humour et tout. Je peux faire du stand-up si le brin. Oui, non, tu peux. Hein. Oui, je peux arrêter de commencer à raconter des trucs, les gens. Rien que par ton sourire tout de suite, la manière dont tu racontes et tout ça, tu te détends. Tu dégages une très bonne énergie. Merci, et tout. Mentor. Et je comprends qu'à certains moments, tu as besoin de protéger cette énergie parce que pareil, pour moi, j'ai besoin aussi de protéger mon énergie. Voilà. Je suis une solitaire qui est mariée. Oh, je comprends parfaitement. Exactement. C'est-à-dire, autant j'aime avoir l'énergie du monde autour de moi. Et puis à un moment donné, j'ai besoin de mon espace personnel, de mon calme, pouvoir mettre mon casque dans les oreilles, me concentrer, lire, avoir du temps pour lire et tout ça. Donc, on appelle ça, je crois, c'est... Il y a extraverti et introverti. Donc, les deux sont mélangés, en fait. Les deux sont mélangés. Il y a des moments où je n'ai pas envie qu'on me parle. Clairement, moi aussi. Exactement, et tout ça. Donc, quand tu me disais... Tu as quel signe? Je ne sais pas où. Aïe, tu es né quel jour? Le 18 avril. Ah, 18 avril. Ok, d'accord. Je ne maîtrise pas trop le signe. Les signes astrologiques, mais bon. Moi, c'est poisson. Et tout. On a cette énergie de... On aime le monde, mais notre énergie se draine vite. Exactement. Et on aime rester calme, posé. Donc, c'est pour ça que je te comprends aussi. C'est pour ça que tu m'as menti aussi. C'est ça. Tu as trop de menti. C'est ça qui me fatigue. Hein, de quoi? Tu as trop de menti. Il y a beaucoup de... Ça me fatigue trop. Moi, je ne supporte pas la concurrence. Là, c'est compliqué. Il y en a qui sont ajoutés. Oui, je vois ça. Je vois. Mais c'est la transmission. On n'a pas le choix. Oui, c'est ça. On est obligé. Toi aussi. Beaucoup. Toi aussi. Tu vas transmettre à un moment donné. Tu auras beaucoup de menti. À un moment donné. Tu seras beaucoup tata. Amen. Et peut-être après plus tard encore grand-mère et tout ça. Donc, tu seras une géante, une leader. Amen. Merci. Ce que tu as déjà commencé, tu es sur le chemin. Et bien sûr, moi, je ne me fais pas de soucis pour toi. Merci. Tu vas inspirer beaucoup de jeunes, de personnes ici et ailleurs. Et tu vas faire rayonner ton pays. Amen. Merci. Surtout faire rayonner ton pays. Et je voulais, avant même de terminer, tu es dans ce pays. Est-ce que tu penses pour toi que la Côte d'Ivoire offre des opportunités aux jeunes? Est-ce qu'on peut se réaliser dans notre pays, la Côte d'Ivoire, pour toi qui es jeune en ce moment? Bon, moi, je vois des rôles modèles qui se sont réalisés ici. Et moi, je pense que quand quelqu'un peut faire quelque chose, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut le faire. Oui. C'est vraiment ma mentalité. C'est-à-dire que
même si quelqu'un n'a pas forcément fait, tu peux peut-être essayer voir. Mais on voit aussi des personnes aujourd'hui qui ont des entreprises typiquement ivoiriennes. Ils sont ici. J'ai même des invités que j'ai pu voir ici qui sont de familles qui ont construit ici et qui sont restés ici. Et donc, je pense qu'on est dans un pays qui est favorable. Qui est favorable à l'indépendance, l'autonomie, qui est aussi favorable au pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut prendre le pouvoir dans un domaine quand on a envie et quand on est persévérant, qu'on est déterminé, parce qu'il n'y a aucun territoire qui est très facile. Moi, récemment, je parlais à quelqu'un qui m'a dit qu'aux États-Unis, les rêves sont facilement réalisables. Je lui ai dit, mais les gens qui sont là-bas, eux, struggle aussi pour réaliser leurs rêves. On peut voir peut-être que l'atmosphère peut être différente, mais il y a aussi un côté struggle où tu vas devoir persévérer. Et en fait, pour quelqu'un qui est ici, qui se dit que j'ai envie de construire ici, il faut être très déterminé. Il faut avoir le contact. Il faut pouvoir parler avec les gens, parce que le réseau a un fort impact ici, et même partout dans le monde. Et il faut aussi savoir ce qu'on a envie de faire, pourquoi on veut le faire. Et toujours, en fait, se rappeler du why pour pouvoir continuer. Pour moi, c'est possible. Après, en ce qui concerne ce qui est mis donc, de façon étatique pour faciliter les choses, moi, je ne suis pas forcément très avancée dans les décisions politiques. Mais je sais qu'il y a l'électricité, il y a Internet. Pour moi, ça, c'est déjà des choses qui peuvent nous aider à avancer. On peut demander, on peut faire des plaidoyers pour que l'État puisse faciliter peut-être un point pour les entrepreneurs. Il y a l'agence emploi jeune, par exemple. Il y a la carte jeune actuellement. C'est des petits efforts pour pouvoir dire aux gens, on sait que vous êtes là quand même et on fait à notre niveau. Mais on ne devrait pas forcément attendre les décisions étatiques. Si on a envie de se construire, d'avoir de l'impact, il faut regarder ce que les grands frères ont fait. Ils ont fait des choses avec ce qu'ils avaient. Moi, je ne vais même pas aller loin. Mon mentor Edith, elle a commencé Internet. Il n'y avait pas la 5G, quoi. Pour dire, tu donnes une 256 kilobits, bande passante. Voilà, et il n'y a pas à dire, ah non, mais pourquoi l'État n'a pas la 5G au Canada, la 5G, chez nous, on n'attendait pas le gouvernement. Hein. Voilà, il n'y a pas à attendre, en fait, parce que la posture d'attente, c'est la posture de la victime. Et moi, entre être la victime et le coupable, je préfère être le coupable. Donc, je n'ai pas envie d'être la victime. Donc, du coup, je suis coupable de mes propres actions. Ce que je fais là, si ça n'a pas marché, c'est moi d'abord. Et si c'est pas moi, c'est que j'ai pas fait. C'est ce que tu as fait qui fait que c'est toi. Et donc, tu poses tes actions. Et puis, Dieu merci, dans un pays de paix. Donc, l'atmosphère de paix, c'est déjà quelque chose qui peut nous aider à avancer. Et puis, pour le reste, il faut réseauter, il faut parler aux gens, expliquer vos projets, discuter, soyez déterminés, travailler beaucoup plus de discipline, moins de distractions, qu'on a envie d'arriver loin. Et puis, voilà. Et faire de la veille média utile pour votre secteur d'activité, pour avoir la bonne info au bon moment avant tout le monde, pour prendre les meilleures décisions. En tout cas, c'était un plaisir immense de te recevoir, de partager ce moment avec toi. J'ai beaucoup appris aussi avec toi. Beaucoup, franchement. Et les techniques de personal branding que tu as données, qui sont très intéressantes et tout. Et je pense que mes abonnés, mes très chers abonnés que j'adore et qui sont toujours aussi nombreux à suivre donc chaque épisode de ce podcast, des choses à dire, ont appris également de toi. Comme je l'ai dit, je reçois tout le monde et tout le monde a son mot à dire. Les personnes compétentes qui exercent dans leur domaine d'activité, qui peuvent également partager leur savoir-faire, leur expérience à ma communauté. Et bien sûr, je le rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous suivez cet épisode de podcast, c'est le moment de cliquer pour vous abonner. Je vous donne quelques secondes. Cliquez sur le bouton abonner, vous êtes abonné. Voilà, vous êtes abonné maintenant. Mais quand on est abonné, il faut aussi cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. Alors, encore quelques secondes. Cliquez sur la cloche de notification, c'est fait. Je vous fais confiance parce que vous êtes authentique aussi, comme mon invité. C'était Anaïs. C'était un moment d'échange que j'ai adoré. Et je lui souhaite de réussir dans tous les pans de sa vie. Amen, merci, mentor. À vous également, je vous souhaite de réussir dans tous les pans, tous les aspects de votre vie. Et bien sûr, de partager cet épisode autour de vous. Ça peut inspirer des personnes matures, âgées, des jeunes également, et des personnes qui peut-être sont à la croisée des chemins dans leur vie. Et enfin, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous donc de la vidéo, de cet épisode. Si vous avez déjà échangé avec Anaïs, vous avez déjà suivi ses contenus, ou vous avez déjà travaillé avec elle, oui, les collègues, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Des clients, laissez des commentaires en dessous de la vidéo pour partager votre expérience. Et d'ici là, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés. Je vous dis ciao, ciao.